Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui est intéressant dans le monde de l'actualité des comics et de ce qui en découle. Et bien entendu, je ne fais pas ce podcast tout seul puisqu'à mes côtés, il y a Corentin. Hello, comment vas-tu ? ça va? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que je parle suffisamment fort? Je pense qu'on t'entend bien. Est-ce que vous aimez les paperbacks? Est-ce que j'ai mieux réglé le niveau de ton micro? On s'excuse pour le dernier front page où il était un peu plus bas pour Corentin. Ce n'était pas une volonté de moins faire entendre sa parole, bien entendu, non. Car je respecte. Accuse le matériel, vas-y. Je respecte tout ça, mais voilà, c'était ce vilain micro. Pas vilain. Méchant micro. Il était vraiment méchant. T'as empêché Corentin de faire ces diatribes-là, énervé, ces discours de prolo-gauchiste. Moi, je n'étais pas si énervé, non? Non, ça va. Non, ça va. On m'a dit que la voix posée passait beaucoup mieux quand je faisais les diatribes gauchistes. Effectivement. Donc comme quoi, quand tu prends ton Xanax avant d'enregistrer, mais ça fonctionne. La thérapie, les amis, ça marche. Ça fonctionne bien. Faites-en une, vous aussi. Allez, Corentin, on profite toujours de ce début de podcast pour remercier notre partenaire Pulps avec ses 3 boutiques sur Paris et celle sur Bordeaux et encore mieux leur site internet sur lequel vous pouvez aller commander alors des cartes Pokémon effectivement et des Mystery Box, mais surtout des comics puisque nous avons le plaisir de vous proposer chaque mois des comics à prix de lancement dans notre sélection du Focus Pulps. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, surtout que le Focus Pulps là de ce mois de mars 2026, il est exquis puisqu'on a Dog Tag de Mark Russell, on a Odin, une série d'horreur avec James Tynion IV et Marguerite Bennett, et Skate Alley avec Kelly Sue DeConnick et Sam Humphries et Natasha Bustos. Mais pas de cadavre du coup. T'as dit il est exquis. Non, les gens espéraient Exquisite Corpses volume 2, Arnaud. Bah non, parce que la saison 2, elle est prévue. Elle est prévue, mais elle arrivera quand elle arrivera. Là, faut déjà terminer la saison 1, donc la saison 2, ce sera d'ici l'année prochaine. Et Exquisite Corpses, c'est publié en VF, donc on n'a pas forcément d'intérêt à vouloir le promouvoir en VO, puisque il sera accessible au plus grand nombre par la suite, alors que vous pouvez être à peu près sûr que Dog Tag, Odin et Skate Alley, ça n'arrivera pas en VF de sitôt. Sauf quand. Oh, Odin, peut-être. Non. On a eu l'œil d'Odin. Peut-être que les gens pourront se dire ouais, c'est la suite. C'est la suite. Sauf que ça n'a rien à voir. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, les liens sont dans la description de ce podcast et on remercie également notre fabuleuse First Print Army. Merci à toutes les personnes qui contribuent sur notre page Tipeee pour nous permettre de voir l'avenir sur le long terme et un petit comment on fait un petit pouce en l'air, un petit pouce en l'air audiophonique. Quel bruit ça fait un pouce qui se lève pour pas de bruit. Bernardo67 qui nous a fait un tip depuis la dernière fois qu'on a enregistré ce podcast. C'est un collègue barinois, je le sens à ce pseudo, donc j'ai envie de dire un gros. Qu'est-ce que t'as envie de dire? Un gros Dankeschön. Mais ça c'est de l'allemand, donc c'est pas. Je sais même plus comment on dit spécifiquement merci en alsacien. Danke. Non, pardon, c'est en allemand. En alsacien, pardon. Bah, c'est en allemand. Donc. Je sais pas. C'est Sheps en tout cas. C'est Sheps d'avoir des tips comme ça. Donc, hésitez pas à contribuer également. Pas des copains bretons comme ça, je pourrais faire un accent qui n'existe pas aussi? Non. Il n'y a pas d'accent en Bretagne. Non. C'est triste. Parce qu'ils sont trop occupés à boire pour parler. Je peux faire l'accent du Sud. Tu veux un accent du Sud? Non, je ne veux pas l'accent du Sud. Non. Il y a des copains à qui ça va faire plaisir. Non. On a déjà assez de problèmes comme ça. Corentin, retiens-toi s'il te plaît. Les problèmes, fâcheux de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis de le faire moins fort. Tout de suite, tu vas avoir les problèmes. Mais oui. Allez, mais justement, parlons de problèmes. Non, on va parler de comics surtout. Du côté de l'événementiel. Eh bien, figure-toi, Corentin, qu'après 3 mois d'annonces dans tous les sens, Comic-Con France a annoncé un premier artiste de comics pour leur édition 2026 qui se déroulera le 18 et 19 avril prochain. Et en l'occurrence, c'est Clayton Crane qui est le premier invité artiste comics. Alors,
On l'a attendu, on a attendu cette première annonce parce que Comic Con France, donc vous connaissez un peu le salon parce qu'on en a déjà, on l'a couvert les 2 dernières années. Eux, les organisateurs, ont pas l'air d'en avoir grand chose à foutre de la bande dessinée, mais ils travaillent avec des prestataires, notamment avec Diable Blanc, Mike de Diable Blanc Comics et Dynamo de Central Comics, et c'est eux qui s'occupent plutôt de ramener des artistes. L'année dernière, il avait ramené notamment Derek Robertson et Daniel Acuna, entre autres, donc c'était plutôt cool. Il y avait Delirium aussi qui était venu sur le salon, donc on attendait avec impatience que ça se bouge de ce côté-là, puisqu'on savait que si on se contentait juste des annonces de l'équipe officielle, on n'en aurait pas. Ils ont annoncé Dogpool, voilà, le clébard là qui est dans Deadpool et Wolverine, voilà. Ah oui, c'était pas une blague alors. Non, c'était pas une vanne, c'était pas un 1er avril, c'est un peu plus tard le 1er avril. C'est un clébard. Ouais. Bah c'est bien. Mais c'est une célébrité en tant que telle. Mais oui. Et quelque part c'est bien parce que c'est un club qui est moche, tu vois, donc c'est pour sensibiliser au fait que la beauté elle est intérieure, même chez les animaux. C'est beau, merci Comic Con pour ce message d'espoir. C'est ça. Non, ils ont annoncé Ian Glenn aussi, tu sais, qui était dans Game of Thrones, qui était celui qui était amoureux de Khaleesi et qui pouvait pas la pécho. Ah, Lord Friendzone. Ouais, Lord Friendzone. mais rappelle-toi surtout qu'il jouait Bruce Wayne. Ouais. Il jouait Bruce Wayne dans Gotham Knights. Pas dans Gotham Knights, dans Titans. Non, pas dans Titans. Ou dans Titans, c'était, ou dans Titans, je sais plus, oui, c'était dans Titans, ouais, donc voilà. Oui, mais il avait fait d'autres trucs, ce mec. Non, mais en somme, c'est un bon acteur, mais c'est vrai que, voilà, il a joué Bruce Wayne, le vieux Bruce Wayne dans Titans, et j'avais presque envie de rappeler l'existence de Titans aux gens, et puis je me suis dit que, en fait, il y a déjà assez de mauvaises nouvelles au monde, et donc on n'allait pas le faire. Mais donc voilà, honnêtement, Titans, avec le recul, ça va. C'était gaulerie. Ça va. C'était gaulerie. C'est pas Gotham. Mais même Gotham avec le recul, j'ai une forme d'affection pour cette merde, tu vois. Parce que c'est vraiment les nostalgies qui parlent. Parce que oui, non, clairement c'est de l'unbias, c'est ça. J'étais jeune, j'avais moins de problèmes dans la vie, donc. Oui, c'est ça. Il jouait dans Downton Abbey aussi. Il a joué dans Silo, The Rig. Alors apparemment, il a fait un rôle dans les films Tomb Raider. Ouais, non, mais on s'en fout. C'est une curieuse carrière que ce monsieur entretient. Après, non, mais on s'en fout. C'est pas idiot dans le sens où, comme tu l'as dit, les comics intéressent assez peu les organisateurs du salon Comic-Con. Ils ont vraiment cette lecture à l'ancienne. Pop culture, animé, jeux vidéo, K-pop, cosplay, et les comics sont là vraiment c'est pas à l'ancienne, c'est une lecture plus moderne, en fait, même où on a juste enlevé, c'est des gens, à la base, la Comic-Con, c'était vraiment des réunions d'artistes, hein, quand ça a été créé à New York, c'était vraiment, c'était les artistes. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est à l'ancienne, c'est après. C'est le pic pop culture d'entre les années fin 2000 et milieu 2010, où à l'époque tout le monde se disait ça y est, la culture geek a conquis la planète, tout le monde est fan de fantasy, tout le monde est fan de jeux vidéo, tout le monde est fan de comics, et là ils faisaient des efforts d'authenticité qui étaient supérieurs. Mais je veux dire, même la Paris Comic Con, quand ça a commencé à Paris, quand ça a recommencé à Paris vers 2016, 15, la première édition, quand c'est Reed qui est venu, c'était 2015. Il y avait Frank Miller, Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Ouais, Palmiotti qui était là, qui était dans l'artiste allée. Il y avait une artiste allée d'ailleurs à l'époque. Je sais pas, j'y étais pas moi. Donc aujourd'hui, justement, c'est plus vraiment une vision très très consumériste, quoi. Et ils ont besoin, en fait, c'est plus l'acteur qui est la star, tu vois, que. Mais là, ils en ont, en termes d'acteurs, il y en a une vingtaine. Il y a fait Kick-Ass 2, apparemment. Donc, il y en a une vingtaine, hein, des acteurs et des actrices qui ont été annoncés. Et en fait, c'est parce que leur modèle économique, c'est les photographies. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je sais même pas comment ça fonctionne parce que, vu le nombre de personnes qu'ils invitent, ça doit coûter un pognon de zinzin, mais bref. Pour celles et ceux qui veulent quand même, il y aura Clayton Crane, voilà, parce qu'on n'a même pas parlé de Clayton Crane, quand même, dessinateur quand même plutôt talentueux et remarqué pour son approche numérique du dessin, notamment dans les années 2000, avec ses collaborations avec Garcenis sur Ghost Rider, qui a fait vraiment de très très chouettes. Il a fait aussi avec Peter Milligan, Venom vs Carnage, qui introduisait notamment le personnage de Toxin, donc une des progénitures de Carnage en l'occurrence. Oui. De quoi? Comment? Non, c'est le fils de Carnage, hein, c'est ça, il veut le buter là-dessus. Voilà, il a fait pas mal de Valiant aussi, il avait fait du Rail avec Matt Kint. Absolument. Et donc, récemment. Artiste de cover, plus récemment. C'est ça, voilà, j'allais dire, il fait un peu comme Gabriele Delotto, c'est qu'il fait plus beaucoup de dessins en planche intérieure. Par contre, il est très prisé des collectionneurs pour ses nombreuses couvertures qu'il réalise. Donc, il sera présent. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens qui s'intéressent un peu au milieu ont rappelé que Clayton, aux
États-Unis, faut savoir qu'aux États-Unis, sur les conventions de comics, c'est vraiment les artistes payent leur table et après ils font leur business sur place. Donc ils font payer ou pas les signatures, ils font payer ou pas les sketchs, ils font payer les commissions à leur propre tarif. Mais c'est vrai que Clayton, il avait une grille de signature où en fait il faisait payer $5 pour. Alors faire payer pour des signatures, c'est communément acquis. Après il y a des pratiques plus ou moins abusives. Et lui en fait le truc c'est qu'il faisait des signatures. Il faisait d'abord signature vite fait $5, signature à l'ancienne $10, signature travaillée $10, puis après signature avec différentes de niveaux de couleurs, et il fait même la murder signature où en fait il signe, il fait un peu des traces de splat un peu comme du sang, tu vois, celle-là $40. Et alors si tu veux la méga signature murder signature mais en fait avec les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est $60, tu vois. Et effectivement bon, c'est un peu abusif quand même, quoi. Un petit peu, oui. Et les gens, c'est les ricains, en fait, c'est les ricains. Et moi, j'ai déjà vu sur certains artistes, des pratiques comme ça, en fait, où c'est le business. Faut se rappeler aussi que les artistes, en fait, s'ils font pas ça, ils ont pas d'autres moyens de revenus, quoi. Je ne suis pas très inquiet pour les finances de Clayton Crane. Moi, je sais pas. Hein. Vu le nombre de covers qui crachent à l'année chez Marvel, je pense que ça va. Il doit être bien payé quand même. À mon avis, vu son profil et vu sa fréquence, on doit être sur du 1000 balles la cover au moins. Et accessoirement, t'as raison, c'est les États-Unis. Oui, mais le coût de la vie, la culture des États-Unis de faire les poches des gens s'ils sont fans. Rappelle-toi l'acteur de Dawson qui est mort parce que son traitement coûtait bonbon, et quand tu te rappelles que même du coup quand t'as un acteur hollywoodien que tu gagnes très 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 bien ta vie, en fait ça peut ruiner ta famille d'avoir donc je sais pas si Clayton Crane, je sais pas quel est son revenu, mais James Van Der Beek. Ouais. Le mec que tu cherches. Et tu t'es pas à l'abri en fait que si je te dis pas qu'il est riche à millions, je te dis que effectivement Clayton Crane est mieux payé que le salarié de base en mensuel à mon sens. Non, mais c'est pas gravissime. Mais après, je suis pas en train de faire un commentaire classiste. Ce que je te dis, c'est que comme tu dis, c'est les États-Unis, c'est normal là-bas d'avoir ce genre de gimmick. Nous, on est en France. Voilà, non, c'est là où j'allais y venir. Voilà. Abuser, frérot. Tu fais pas payer de 5 à 60 balles pour une signature. C'est là où j'allais en venir, c'est que donc ça c'est les tarifs qu'ils pratiquaient sur des conventions, et que apparemment aussi c'était Jérémy qui faisait Comic Con Paris justement à la bonne époque, et Paris Fan Festival, qui disait qu'apparemment il faisait des dessins où il faisait payer à la minute de dessin. Tu vois. Ouais, non, mais bon. C'est en train de me gâcher mon Clayton Crane, là. Non, mais justement, et là où Mike a répondu dans les commentaires sur l'article en disant que oui, effectivement, il lui a expliqué comment ça fonctionne en France, quoi, et que c'est pas du tout le même délire, que même le système de dessin payant, c'est pas un truc qui a été acquis, enfin, qui est venu c'est venu assez récemment au final, hein, ça fait 10 ans à peu près que ça a commencé vraiment, qu'on a débarqué sur DC Planet, que ça commençait à se mettre en place vraiment. Ouais. Sinon c'était vraiment le système de la dédicace gratuite, quoi, ou sur acte d'achat du bouquin. Donc effectivement, j'imagine qu'il va revoir ses tarots pour le public français, sinon il risque de pas se faire beaucoup d'argent là-dessus, quoi. Donc il sera présent. On sait déjà, je me permets d'en parler dans le podcast parce qu'ils l'ont déjà annoncé sur leur propre réseau. Kibar sera aussi présent à Comic Con France. Kibar, cover artist pour Spawn notamment, qu'on avait le plaisir d'accueillir dans notre battle de dessin au First Print Awards de l'année dernière. Et Laurent Lefebvre aussi, il a dit qu'il serait là avec un stand Comics Initiative, donc j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres auteurs aussi maison qui seront présents. Donc ça fait quand même au moins 3 personnes à aller rencontrer. Ce qui est... Non, mais... ils sont 3. Ils sont pas 2. Ils sont pas 4. On prend les choses 3. Là où elles sont. Corentin, on est en 2026. Ils n'ont pas annoncé une star commercialement, comment dirais-je, potente, que je parle trop anglais en ce moment, comme Kevin Eastman, comme un Frank Miller. Enfin, non, pas pour l'instant. Un de ces grands noms qui pourraient transcender le spectre des seuls lecteurs. Non, pas pour l'instant. Ça les intéresse même plus de faire ça. Ils ont annoncé Dogpool, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais Dogpool, il fait pas des comics. Enfin, peut-être, remarque. Mais tu peux signer pour avoir une trace de patte, je crois. Ouais, ou un selfie avec un chien moche. Ouais, voilà, mais ça n'a pas de prix. Si, justement, 50 €. Ce que je veux dire, c'est que le spectre des artistes de comics que tu peux vendre au grand public, comme regardez, c'est le mec qui a fait ça et tout, il est quand même de plus en plus restreint dès l'instant où t'as écorné les Tortues Ninja, Miller. Oui, après ils auraient pu refaire revenir Kevin Eastman. Je pense que ça aurait motivé des gens de nouveau qui l'auraient pas rencontré encore et tout ça. Tu sais, il referait venir Jim Lee. Moi, je serais content, hein, mais
Oui, moi aussi, oui, bien sûr. Bah après, c'est parce que Jim Lee a des choses intéressantes à dire et à faire encore, mais... Non, mais c'est sûr que si vous voulez un salon où il y a beaucoup d'artistes et où vous n'aurez que ça, où il n'y aura pas de stand de concours de cosplay, de stand Nintendo, faut aller au Lake Como Comic Art Festival, mais c'est un autre budget. Oui, merci Arnaud pour ce très bon conseil. Mais c'est allez, payer 1000 balles pour un week-end. C'est pas 1000 balles en l'occurrence, mais... et après, c'est le transport et l'hébergement... Je pense que l'hébergement, ça peut être relou si tu t'y prends vraiment trop à l'arrache. C'est cher, hein, de base. Ouais, mais après, t'as le train, t'as la ville de Com et tu peux aller dans les résidences à côté, en fait. Mais c'est pour moi, il y aura pas de podcast spécialement fait là-dessus, mais j'ai fait l'année dernière, en fait, tout un tas de discussions avec des gens, des festivaliers qui expliquaient comment ils géraient leur truc, et tu vois en fait que c'est comme quand tu te fais un resto étoilé, en fait tu fais pas ça tous les jours non plus, tu fais ça et tu planifies ça, tu budgétises ça, et en fait eux ce qu'ils me racontaient vraiment c'était de dire oui on est conscient que ça a un prix, mais en même temps vu le résultat sur place, vu que t'as une 60aine d'artistes et que c'est pas et que c'est vraiment parmi les plus gros noms du moment, en fait bah tu planifies ça, tu te prépares et tu vas pas effectivement comme quand tu vas justement à Comic Con France ou un salon pop culture où tu peux te décider. Tu payes les artistes sur place aussi? Bah ça dépend. Il y en a qui font, il y en a justement, en fait, il y a notamment un système de portfolio en fait où tous les nouveaux artistes réalisent un dessin pour un portfolio que tu récupères avec l'entrée que tu prends. Et en fait, les artistes qui ont dessiné dans le portfolio, déjà ils te signent leur dessin dedans. Ça c'est c'est un peu tacite quoi, grosso modo. Et après tous les artistes te proposent des choses à leur c'est eux qui gèrent leur budget. Donc franchement, j'en ai vu aucun qui faisait payer les signatures. L'année dernière quand j'y étais, en tout cas les premières étaient toujours gratuites, et après si t'en as 25 ils te demandent un billet quand même quoi. Et après pour les remarques ça dépend, parfois ils te proposent un petit sketch pour 10 balles quoi, et après t'as les commissions. En fait ils ont vraiment tout un tas de trucs. Donc l'idée c'est d'y aller et de te préparer, de budgétiser ça. Après, tu vois, ceci étant, tu peux pas vraiment conseiller ça à des gens qui ont des pouvoirs d'achat inférieurs ou des jeunes ou même des familles. Mais c'est un salon où tu vas en famille forcément, parce que déjà tu fais quadruple prix au niveau des billets de train et tout. L'offre, parce que t'as raison dans l'idée, Lac de Com, très bien, si vous pouvez y aller, allez-y. Moi je regrette quand même. C'est vraiment c'est le restaurant étoilé des salons de bien sûr, trucs. Donc et on embrasse les équipes du Lac de Com. Ce que je veux dire, c'est que je regrette quand même qu'en France et à portée de main, il y ait pas de résurgence de salons type Paris Comics Expo, Paris Comics Festival, ou pas que Paris, hein, Paris Fan Festival en l'occurrence. Paris Fan Festival, pardon, ou pas que Paris, mais je trouve ça quelque part un peu triste que tout ce qui nous reste ce soit, et je vais le dire sans vouloir vexer nos amis belges, les marchands du temple. Parce que vraiment, je trouve que moi j'ai toujours pas été à Comic Con Paris. France. Comic Con France. Oui, non, mais on s'en fout. Non, on s'en fout. En l'occurrence, on s'en fout pas. La Comic Con à la con, là. Les noms sont importants. Voilà. Et malgré je trouve, j'ai du respect pour ce que fait Mike, en termes d'invité comics pour essayer de sauver un peu les meubles. Le salon lui-même, pardon, mais je trouve ça fait pitié, quoi. Et je suis pourtant, moi, dans cette catégorie de fans d'animé, de fans de K-pop, non, je m'en bats les couilles, mais de fans de jeux vidéo, de fans de blockbusters. Voilà, l'acteur là dont on parlait, il a fait Kingdom of Heaven quelque part, tu vois, c'est pas un petit nom non plus. Puis même Game of Thrones, c'est quand même un monument de la pop culture. Jamais de la vie je vais payer mon entrée pour faire un selfie avec ce gars. Et Clayton Crane, je l'aime beaucoup, mais pareil, je peux m'en passer, quoi. S'il y a pas une vraie artiste à l'aise, s'il y a pas une vraie offre, et pas des vraies conférences. Et ça, je trouve que ça manque un petit peu. Je sais ce qui est arrivé au Paris Fan Festival, donc, et au Paris Comics Expo aussi. La rentabilité est compliquée à trouver, en France. C'est comme ça. Mais surtout que c'est pas les artistes, en fait, de comics qui font venir les gens. Bien sûr, c'est donc, sûr. Ça, c'est et les gens ne se déplacent pas autant qu'on le voudrait, en fait. C'est aussi un peu le problème. Moi, j'en veux un peu à Comic Con d'avoir un tel boulevard et de faire si peu d'efforts. Ah oui, bah clairement, non, mais c'est comme tu dis, ça leur coûterait rien d'aller prendre des Italiens, des Espagnols, alors je sais pas s'il y a des Allemands qui dessinent, mais si, Yannick Klein, tu me diras, mais des Anglais qui sont à portée de main et que tu pourrais effectivement payer beaucoup moins cher que ce que tu payes pour Dogpool. Pour le coup, cette phrase me terrifie d'ailleurs, parce que tu te dis quand même que probablement que le chien a été mieux payé que Clayton Crane. Enfin, les propriétaires du chien, sûrement. Pour ce déplacement qui, à mon sens, on dirait une blague, quoi. Enfin, ils ont eu Dogpool, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est. Enfin, bref. Voilà. Peut-être un jour un retour d'un salon franco-français. Oui, qui serait abordé, mais après, sur les artistes, maintenant, il faut aller sur, vu qu'à Angoulême, ça n'existe plus
pour l'instant. On verra ce que ça donne, mais moi, je suis pas très confiant. Ouais, je vois tellement de difficultés et en plus c'est vrai que j'ai pas écrit dessus, mais avec les plaintes qu'ils ont, que évidemment 9e Art Plus a déposé contre la DBDA, à mon avis, ça va simplement juste ralentir le processus de façon à ce que, en tout cas, il pourra pas y avoir de festival en 2027. Sauf miracle. Et s'il n'y en a pas en 2027, je vois pas pourquoi il y aurait en fait une reprise du festival. Je pense que on actera simplement la disparition du truc, quoi. Donc, ça pourrait être l'objet d'un futur débat, mais pourquoi est-ce que le procès empêcherait parce que le procès vise à empêcher la DBDA d'organiser un nouveau festival, en fait. Parce que c'est procès pour parasitisme. Parce que concrètement, et d'un point de vue légal, effectivement, ce que l'appel à projet qu'a fait la DBDA, c'est strictement refaire le festival d'Angoulême, en l'appelant différemment, mais d'un point de vue juridique, oui, c'est ce qu'on appelle du parasitisme, en fait, quand tu fais ça. Sachant que, officiellement, le contrat entre 9e Art Plus et l'association FIBD a toujours lieu jusqu'à cette édition 2027. C'est techniquement, contractuellement. Même s'ils appellent ça différemment. Non, ce que je veux dire, c'est que contractuellement, 9e Art Plus est toujours tenu d'organiser un festival en 2027. Et là, t'as une autre structure, la DBDA, qui, elle, fait un appel à projet pour organiser un festival au même endroit, au même moment et tout ça. Et ça, je suis pas un expert juridique, mais ça, c'est ce qu'on appelle du parasitisme, quoi, en fait. Mais ça, il y a une enquête qui va être ouverte, mais est-ce qu'elle aura un effet, comment dirais-je? Le truc, c'est que la procédure qui est intentée par 9e Art Plus et l'association, elle vise à empêcher la tenue de l'appel à projet. Donc, s'ils empêchent l'appel à projet, il pourra pas y avoir de nouvelles structures, il y aura pas de nouveaux recrutements et donc il pourra pas y avoir de festival. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'ils dopent les à côté d'Angoulême, tu vois, s'ils disent on fait pas le festival d'Angoulême, on fait le grand off d'Angoulême avec la BDBDA, tu vois, ils trichent, s'ils jouent sur les mots, grosso modo. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais tu vois bien que ça va être un panier de crêpes, cette histoire, quoi. Donc voilà. Donc en attendant, ce que je disais, c'est que on trouve des artistes de comics. Là, on va les chercher. Souvent, c'est à Amiens, à Quai des Bulles, à Saint-Malo, qui est quand même vachement chouette. On a toujours Quai des Bulles qui va être le gros salon BD en fait de cette année. Clairement. Ouais, bien sûr. Et là, même, on en reparlera dans 10 jours pour le prochain front page. Mais il y a Ramvé et Van Kagel qui vont à Sévrier, je crois, ça s'appelle, et qui passe à BDNet Nation le 26 mars aussi. Trop pour la sortie du tome 2 de New Gods. Donc n'hésitez pas à contacter les libraires. Je redonnerai tous les détails dans le prochain front page. Je pense qu'il sera encore temps. Ils sont bien les libraires de BDNet Nation en plus. Donc voilà, en fait, faut suivre les dédicaces parce que par contre sur les tournées, à chaque fois il y a plein de choses qui se passent. Nous on a déjà vu, il y a Charlie Adler qui est venu là, Tom King aussi, d'ailleurs podcast avec Tom King en ligne, Norm Conny aussi qui était de passage et qui va revenir normalement. Voilà, et je crois savoir que voilà il y a d'autres tournées qui se préparent aussi. Donc c'est comme ça maintenant que la culture comics se vit en attendant d'avoir effectivement un salon qui prenne plus au sérieux le terme comics dans son nom, quoi. Oui, parce qu'en plus que quand tu vois Absolute Batman, les ventes que ça fait, etc. Tu te dis que c'est pas compliqué de mettre les putain, tu ramèneras de nouveau Nick Dragota, de mettre les bouts ensemble et de se dire Snyder Dragota, il serait ravi de venir faire un petit week-end à Paris. Surtout que vu le carton d'Absolute Batman, je pense que lui il peut driver vraiment quelque chose en fait. Tu fais une conférence de la cour des hiboux à Absolute Batman, 13 ans de carrière de Scott Snyder. Voilà, là il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui ont commencé les comics, qui ont arrêté en chemin et qui ont repris avec Absolute Batman. Même, je veux dire, James Tynion Ford, bon, il est venu il y a pas très longtemps, mais et puis je pense qu'il coûte cher, mais ça fait un salon puissant. Tu ramènes Chartier et Collinet à côté pour faire un peu la promo, pour le motiver, la promo du projet The Room, pas The Room, Arnaud. Room Service. Enfin, après, je dis ça, je lance les idées en l'air, ça a l'air facile. Hein. Évidemment qu'on sait que c'est plus compliqué. Parlez-en avec Briam si vous pouvez, parce que très sympathique au demeurant, mais voilà, c'est vraiment un bordel d'organiser des salons. Donc moi je croise les doigts, j'espère, à voir. En attendant, ce sera Saint-Malo pour... Je pense que je vais venir cette année, tu vois. J'avoue que ne pas avoir été à Angoulême m'a un petit peu, tu vois, frustré. De fait, il y avait rien à voir, donc j'ai un petit appétit de salon. Et Emile Ferry, ça a mis aussi, hein, quand même. Oui, bon, ça, alors, pour être très franc, ça me... Oui, tu t'en bats les couilles. C'est pas que je m'en bats les couilles, c'est que pour moi, c'est comme Derf Back Derf. C'est très bien, je suis très content, c'est de la très bonne BD. Ce n'est pas ce pourquoi moi je lis des comics. Bien sûr. Voilà. Mais juste quand même, juste pour se s'auto frustrer de pas aller à Com. J. Scott Campbell, Mark Bruce, Alan Davis, Alessandro Barbucci, Alex Maliv, Alvaro Martinez Bueno, Bill Sienkiewicz, Brian Bolland, Carmen Carnero, David Mack, Dick Ruan, Dustin Nguyen, Elsa Chartier,
Ezad Ribic, Frank Cho, Gabriele Dell'Otto, Gary Frank, Geoff Darrow, German Peralta, James Tocco, Joe Kinnon, Jordi Bennett, Joshua Cassara, Kevin Maguire, Laura Braga, Laurence Campbell, Liam Sharp, Mahmoud Asrar, Matteo Scalera. Je pense que ça suffit. Quand là, même. hein. Pepe Larraz. Ouais, mais rappelle le prix du billet. Le prix du billet, le billet un jour, c'est le single day pass, c'est 195 €. Oh, ça va en vrai. Enfin, ça va, c'est cher, mais ça va. Mais le Two-Day Festival Pass, c'est 390. Non, j'ai pas payé, j'ai jamais payé cette somme-là en une fois. 390, sachant qu'en fait les prix là c'est les prix de la dernière ligne, parce qu'en gros c'était 100 balles moins, enfin c'était moins cher jusqu'au en fait si tu les prends vraiment entre novembre et janvier, en fait c'est moins cher, notamment le méga pass, il est 100 € moins cher en fait. Donc là, ceci étant, après c'est vrai que même j'allais dire pour les familles et tout, vous pouvez laisser les petits s'amuser au lac. Et non, mais comme dit, c'est pas un truc, je pense que pour le commun des mortels que nous sommes aussi, c'est pas un truc que tu fais tous les ans en fait, parce que c'est, enfin, sauf quand t'as vraiment les moyens de le faire. Bien sûr. Mais par contre, une fois tous les 3 ans, je pense que tu peux mettre de côté et t'offrir ça. Bien sûr. Mais c'est un peu triste de devoir aller jusque là-bas. Bah, c'est pas triste parce que le cadre est quand même super. Bien, pour le coup, c'est pas vraiment. Je sais, j'ai été au lac de Caume, c'est pas triste, c'est très beau, il y a pas de souci. Tu vas commencer. Moi, c'est en l'occurrence, il y a pas de salon, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste triste avec la culture BD que nous on a, la tradition qui n'existe plus, tu me diras, mais de soutien aux associations que nous on a en France, de soutien aux régions, de soutien à la culture. Mais c'est pas un salon à la France, ça, hein. C'est un salon à l'américaine. Hein. Mais tu vois. Alors, prends ta tête, sors le lac de Caume de ce que je dis, mais mets de côté l'idée qu'il existe cette case de tricherie. On ne devrait pas attendre le lac de Caume de sauver, entre guillemets, l'industrie des salons pop culture français ou des salons BD français. Il y a des choses à faire dans notre pays qui ont déjà été faites, donc on sait que c'est possible, qu'on résolve le problème de financement ou le problème de rentabilité et qu'on refasse des trucs comme on a. Putain, merde, attends, je veux dire, le PFF dernière édition, il y y avait Ramvé qui était là. Ouais, bien sûr. Il y avait Jeff Lobb qui était là. Enfin, il y avait quand même des beaux noms, quoi. Merde, il y a Garth Ennis qui était là, invité par Comics Initiative. Et Mike Perkins. Les éditeurs sont là, ils ont envie de faire des choses. On peut pas juste se remettre à chaque fois sur le lac de Caume. Mais non, mais je disais pas ça, je disais juste si, que... tu m'as dit ça. Mais non, je dis juste mais non, mais parce que là, on était sur l'actualité du salon et je disais juste que, en l'occurrence, vu qu'il y a un invité, en avril, si vous voulez, s'il y avait un truc à faire, bah voilà, c'est soit ta Comic-Con France, ou alors tu te fais un gros kiff et tu vas en Italie, mais c'est un salon qui est en Italie, c'est un salon qui est à l'américaine, parce que c'est une artiste à l'américaine, hein, c'est pas du tout, il y a pas d'éditeur. Il y a que des dessinateurs qui sont là en leur propre nom, ils prennent leur table, ils payent leur table, et après, eux, leur taf, c'est sur le week-end de faire suffisamment de dessins pour pouvoir rembourser leurs frais, sauf pour ceux qui sont invités la première fois, mais ceux qui reviennent. La M-Sharp, il était déjà là l'an dernier, donc lui, il est revenu, c'est parce qu'il a payé sa table. Et après, lui, c'est juste qu'il a 2 jours pour à la fois se rentabiliser et pouvoir se faire aussi des revenus en plus. Mais sinon, en fait, il y a des revendeurs d'art aussi pour ceux qui veulent choper des planches originales, et t'as des conférences par contre avec des artistes et tout ça. Mais c'est tout, en fait. Je veux dire, il y a pas les marchands du temple. Il y a pas de marchands, voilà, il y a pas de confiserie, il y a rien, c'est que donc ça s'adresse de toute façon à un public. Est-ce qu'il y a des peluches très spécialisé, hein, de toute façon. Non, il y a rien. Pas de carte Pokémon? Il y a pas, ça m'intéresse pas. Il y a pas de produits dérivés. Est-ce qu'il y a des il y a pas de carte Magic. Des copains, mais est-ce qu'il y a des chorégraphies de K-pop? Il y a pas de stickers. Parce que s'il y a pas de chorégraphie de K-pop, moi ça m'intéresse pas. Il y a pas de musique. Pas de musique? Ah, ça, par contre, ça doit être chiant, c'est pas de musique. Bah non, t'entends suffisamment. Musique en fond, quand même, un petit truc. Ou peut-être qu'il y a de la musique en fond, je me rappelle plus. Non, je crois pas. Mais bref. Bon. Ça, c'était le point. J'avais dit qu'on aurait un front page court, mais on passe déjà 20 minutes juste à parler de salon, comme ça. Nous, dans les commentaires. Non, mais en plus, je sais qu'il y a un de nos auditeurs qui est sur Discord qui va à Com ce printemps. Donc, j'espère que tu kifferas. Je vais pas avoir les finances nécessaires. Ensuite, du côté de la VF, on a une seule annonce, c'est pour vous dire que Bande de barbares, qui n'est pas du tout un spin-off de Shaitan en bande dessinée, j'espère que vous l'aurez pour celles et ceux qui sont amoureux de vrai cinéma de genre, qui vient de Vincent Cassel. Et ils sont moins nombreux ceux-là depuis quelques années maintenant. T'as pas ouvert un fan club, toi? Encore que, moi je trouve que Vincent Cassel dans Shaitan, incroyable. Non, je sais, mais incroyable. Et la grosse chose, tu as la grosse chose. Incroyable. Vraiment. Pure banger ce film. Oui, enfin, attends, pas mettre entre toutes les mains quand même, hein.
Bon, ça va, c'est soft, c'est weird. De ton point de vue, ouais. Mais oui, bah, franchement, moi, j'en ai vu des trucs. Oui, je sais. Je sais. Shaitan, c'est mignon, au final. Et en plus, il y avait plein de gens qui ont percé de ouf après, quoi. Tout à fait. Par contre, vrai révélateur de carrière. Et rappel. Néanmoins. Non, mais attends, t'as dit qu'il est peut-être trop long le podcast, là. La séquence d'ouverture, oui. C'est le présentateur de Clix, comment il s'appelle? Oui. Oui. Voilà. J'ai envie de dire, non, mais je pense qu'on va dire que je suis raciste, donc je vais rien dire. Eh oui. Putain, merde, j'ai oublié. Ah, en plus, tout le monde le connaît. Mouloud Achour. Mouloud Achour, voilà. Putain, j'étais sur autre chose. Ne le dis pas. Tu vas perdre ton label certifié woke. Attention à toi, Corentin. C'est Mouloud Achour. Ouais, parce que la menace djihadiste, et salut à toi dans les commentaires. Continue, Arnaud. C'est Mouloud Achour qui mixe du TTC. Voilà. Incroyable. Voilà, c'est... TTC. Oh, putain, la vache. Ça consiste. Vous êtes chaud? Arrière. Ouais, vous êtes chaud. C'était Footzati, non, c'est ça, TTC? Non, c'est Club des Losers, ça. Non, c'est Club des Losers. Putain, TTC, c'est trop. Non, c'était Tequila Tex. Il y en avait 3. Il y avait Tequila Tex et les 2 autres. Et Tequila avait fait un peu de trucs en solo aussi. Et TTC, en gros, ils avaient juste percé avec leur chanson Ultra Vulgos, là. Ouais. Beaucoup comparé à Orelsan, d'ailleurs. TTC au début. Bah, c'était à la même époque. Bah, à l'époque, t'avais Sale pute d'Orelsan et t'avais, putain, je sais plus comment elle s'appelle, cette chanson de TTC, là. Quand je rentre dans la boîte, j'ai la trique. Non, c'est bon. Et MC Circulaire, rappelez-vous MC Circulaire. Ouais. Donc allez, Bande de barbares du coup. Donc c'est une bande dessinée de Bad ID, enfin qui a été publiée chez Bad ID et qui vient d'arriver en VF chez Bliss Edition, qui est donc l'éditeur et qui a l'exclusivité des titres Bad ID. C'est Matt Kindt au scénario, qu'on aime beaucoup par ici, et c'est Ramon Villalobos au dessin, qui est très clairement pas, qui fait partie de cette école des Rocheton, des Frank Whiteley, des Geoff Darrow, un peu de Juan Roserip aussi sur certains aspects. A été identifié par Geoff Darrow comme un plagieur absolu, donc. Un plagieur. Geoff Darrow déteste Juan Roserip. Ah oui, non, je crois que tu parles de Ramon Villalobos, pardon. Non. Mais enfin, c'est une longue histoire, mais il y avait un projet qui avait été proposé à Geoff Darrow, il avait répondu oui, voilà mes tarifs. L'éditeur avait répondu moi de faire foutre, et ils ont été prendre Juan Roserip, et du coup Geoff Darrow a dit ils ont pris la version Lidl trop bien, parce qu'il coûtait moins cher. Voilà, c'était une anecdote passionnante. Oui, bah après ça c'est les querelles d'ego. Du coup, il s'apprécie pas plus que ça. Néanmoins, très bonne prise pour monsieur Maison des Loups. Villalobos qui ressemble aussi un peu à John Davison, je trouve, dans le dessin d'ailleurs. C'est encore une fois un clone de Whiteley, donc effectivement tout se recoupe. Et en fait donc ça se passe, alors Bande de barbares, donc c'est un récit. C'est aussi un peu à Nick Pitara. Oui, Nick Pitara aussi. Non mais complètement, c'est même très Nick Pitara aussi, avec le côté hache dans la guelle, parce que Nick Pitara, il y avait ce titre là qu'il avait fait. Whiteley, en l'occurrence. Et donc l'idée c'est que en fait il y a une invasion de barbares en gros. Et t'as un type qui va chercher dans un bar en fait un bretteur ultra doué pour les aider à le défendre contre l'armée, sauf que il arrive dans le bar et il y a une bagarre et le bretteur en question se fait buter par un mec bourré et qui est aussi un guerrier quoi, mais en gros mais pas du tout le guerrier hors pair qu'il doit rechercher. Et donc faute de mieux, il demande à l'autre d'aller l'aider à arrêter l'invasion de barbares à la place. Comme dans Donjon. Louis Trondheim, Jones Farr. Ah, je l'ai pas. Oui, je l'ai lu quand j'étais gamin, mais je me rappelle de plus. Donjon, ça commence par ils ont besoin d'un guerrier légendaire. Et le guerrier qui est dans le donjon. Ouais. J'ai oublié son blaze, mais il a un noir à rallonge. Herbert, qui est juste l'intendant, enfin même c'est un concierge, un secrétaire, va le chercher et lui dit c'est toi machin, on a besoin de toi. Et en fait le mec se prend un coup de massue et il meurt. Et du coup Herbert dit ça va être moi en fait. Il prend son épée et il y va. Voilà. Okay. C'est le même pitch. Bah oui, c'est à peu près le même pitch. Donc mais... c'est un poncif assez classique. Mais je pense que ce sera assez différent. Moi, j'ai pas encore pu lire parce que comme c'est un titre Bad ID, c'est compliqué de les lire. Mais on a une preview sur Comics Blog qui laisse entrevoir le ton. Ça a l'air d'être à la fois très sanglant, très violent et très bête aussi. Quoi, on est vraiment dans une comédie horrifique. C'est un peu la version trash peut-être de Lil Ozor, quoi. Où il y aura peut-être moins de messages derrière, mais ce sera a priori tout aussi fandard. Et surtout Villalobos, moi j'ai beaucoup d'affection même pour lui parce qu'il avait un titre qui s'appelait Borderton qui devait sortir chez Vertigo, qui avait l'air hyper bien et qui avait été annulé parce que le scénariste était écrit par un violeur. Voilà, c'était écrit par un agresseur sexuel, donc le titre avait été annulé alors que les planches étaient super cool, le concept avait l'air bien délire et c'est quelqu'un puisque vu que c'est un Quietly Like en fait dont j'apprécie beaucoup le dessin, donc ça me fait plaisir de le voir de le revoir, surtout parce que moi je l'ai pas revu depuis vraiment longtemps. Matt Kindt qui fait de l'action humour, ça donne des bonnes choses en général aussi quoi. Donc voilà, c'est
disponible en librairie à l'heure où on enregistre, donc n'hésitez pas à aller je vais foncer dessus en sortant de ce vous podcast. le procurer. Alors j'attrape mon par-dessus. Alors évite de foncer dessus quand même. Et ça c'est un sketch de Pérus aussi. C'est où il fait des fausses pubs. Il dit que la meuf lui dit ah là là tel nouveau produit est sorti. Et il dit ah putain arrête de parler, je prends mon par-dessus tellement vite et je claque la porte tellement rapidement en sortant que quand je suis dehors je m'aperçois que j'ai pris le chien pour l'enfiler comme une veste. Pardon, continue, excuse-moi. Non, mais c'est bon, j'en avais fini. C'était juste pour vous dire que c'est sorti et qu'on espère que vous irez vous le procurer en librairie. D'ailleurs, tiens, je vous mets un lien dans la description, comme ça vous pouvez le commander chez nos amis et partenaires de chez Pulps. Voilà, comme ça c'est encore plus rapide. Bam. Si jamais vous avez la flemme, parce que dehors il fait moche. Mais non, il fait beau. Alors on enregistre, oui, mais c'est sûr que ça va pas durer. C'est vrai, il paraît que ça reprend cette On semaine. est en France. Ouais, mais les pollens, là, il y en a marre. Donc, Et dans la France de Micron, eh bien, il fait moche. C'est tout. Allez, Corentin, du côté de la VO, figure-toi qu'on porte malheur, Corentin. Je me le figure. Parce que il y a 10 jours, même pas, il y a une semaine, on disait, putain, Dark Horse, quand même, c'est ouf, Mike Richardson, beau gosse et tout, il fait du bon taf et tout ça. Le lendemain. C'est rude. Le lendemain, on apprend que il est dégagé. Ouais, et ça, c'est une news c'est une activité plutôt sérieuse, en l'occurrence, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit au dernier podcast, alors je sais plus si c'était le front page ou le bilan de Comics Pro. C'était le bilan Comics Pro, je pense. Parce qu'à Comics Pro, ils ont annoncé donc la nouvelle série Concrete, Concrete qui était un des titres pas de lancement, mais qui était là la première année de la maison Dark Horse, ou plus exactement l'année où en fait s'est montée la collection qui est devenue Dark Horse, puisque ça a pas tout de suite été aussi clair que ça allait durer 40 ans, hein, simplement. À l'époque où Dark Horse s'est lancé, c'était beaucoup de BD en noir et blanc, dans des registres plutôt alternatifs, loin des codes du super-héros, puis ça a explosé avec l'acquisition de licences très porteuses sur le marché indépendant de l'époque, qui était Star Wars, Dark Horse, qu'est-ce que je raconte, Alien, Predator, il y avait beaucoup de produits en fait que Disney a récupéré entre-temps, et c'était justement notre commentaire, c'est que malgré tout ça, en fait, Dark Horse s'était plutôt bien relevé, avait récupéré de grandes signatures, de grands auteurs, de grands créateurs ici ou là, et aussi, alors effectivement, en accueillant une partie des marchands du temple avec des produits faits par des acteurs, par des auteurs de jeux vidéo, par des auteurs de machins de bidule. Moi, j'avais le sentiment, en fait, que cette espèce de recherche de vedettes, donc le plus connu étant évidemment Patton Oswalt, qui s'est beaucoup impliqué dans son travail chez Dark Horse avec l'univers en question s'appelle... Comment qui s'appelle déjà? Arnaud ne m'aide pas du tout. The Paybacks, non, ça c'est Donny Cates. Bref, bon, Google, comme j'ai googlé, comics blogué l'info. Lequel, c'était quoi l'univers partagé des comics de Patton Oswalt qui parodie les super-héros. Ah, Minor Threat. Il est fort. Minor Threats, effectivement. Mais il y en avait eu plein d'autres. Il y avait eu David Duchovny qui était venu faire un comics chez eux. L'un des scénaristes de The Orville aussi était venu. J'ai oublié son blaze. Et en fait, voilà, moi, je me disais que tout ça, c'était une façon pour... Seth MacFarlane était... Non, l'autre. L'autre, ok, moi, j'ai pas. C'était une façon, en fait, pour Richardson de dire, regardez, on appartient à un grand groupe, donc il faut qu'on fasse du chiffre, il faut qu'on fasse des grosses signatures, de la licence potentielle. Donc, essayons de ramener, effectivement, des noms de Hollywood. C'est pareil pour David Dastmalchian, quelque part. Le fait est que ça n'a pas suffi, manifestement, puisque le groupe Embracer, donc qui a racheté Dark Horse il y a 4 ans maintenant, a fini par taper à la porte et dire au fait, rappelez-vous que vous nous appartenez et qu'en fait nous les BD c'est pas tellement la priorité. Donc après je voudrais juste à amener un contrepoint direct à ton déroulé, c'est que c'est quand même Mike Richardson qui a vendu Dark Horse à Embracer. Bien sûr. Et que avant, avec des contreparties et que avant, il avait déjà vendu à un groupe chinois aussi, toujours dans le but aussi de faire fructifier les IP là-dedans. Donc bien sûr, il a accueilli, il a fait entrer le loup dans la bergerie quelque part. Oui, et que c'était sa volonté. Après, le truc, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il voulait pas partir aussitôt et qu'il avait pas l'intention de prendre sa retraite tout de suite, mais c'est sûr que non, il a quand même donné le bâton, on va dire, pour ce qui allait arriver quand même. Ça dépend de quoi on parle. En fait. Si tu veux, c'est compliqué pour moi d'en vouloir à Mike Richardson. Alors peut-être qu'il a été foutu à la porte. Je pense qu'on peut exclure le côté il a niqué une secrétaire ou quoi. Là, c'est vraiment le groupe a communiqué de presse pour dire il faut qu'on intensifie les synergies entre nos départements.
Alors, pour vous traduire ce magnifique langage marketing, ça veut dire on a besoin de faire du pognon et on a acheté Dark Horse pour les propriétés intellectuelles. C'est ça. Parce Donc, que du côté du jeu vidéo, tout s'est cassé la gueule et voilà. que quand on a acheté Dark Horse, on était les rois du pétrole et en l'occurrence, le pétrole, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, comme on l'avait dit, pendant le Covid, il y avait eu une grosse intensification de l'activité sur plusieurs secteurs culturels. Le jeu vidéo en faisait partie. C'est à ce moment-là qu'Embracer était en belle phase de croissance, qu'ils ont acheté Dark Horse. Et pas à l'époque, ils on ont acheté avait eu, plein de groupes, ils ont acheté plein de trucs. Je me souviens que c'était Beaujoin qui était venu me voir en DM et qui m'avait dit ce que tu sais pourquoi ils ont acheté Dark Horse. Et je lui dis on n'a pas d'infos particulières, etc. Il m'a dit parce que c'est une coquille vide. Enfin, il y a pas de licence propriétaire chez Dark Horse, c'est de la création originale en creator own pour la plupart des projets. Hellboy appartient à Mac développer Mignola. des IP, puis t'as quand même Hellboy, quoi. Mais ça appartient à Mac Mignola, Hellboy, c'est pas une propriété. Ou alors j'ai raté un épisode. On est sûr que c'est complètement à Mignola. La politique de Dark Horse des débuts, quand ça a été créé, c'était du creator own, hein, longtemps avant que Image Comics n'arrive sur le marché, quand Crit appartient à Paul Chadwick, oui. La plupart des projets de chez Dark Horse sont des créas, donc. Oui, mais tu penses pas qu'ils ont un département qui s'occupe des audios, des droits audio et tout ça pour les gérer pour à la place des auteurs? Parce que je suis pas sûr que ce soit Mignola qui aille signer est-ce qu'il y a avec eu tous les studios, qui avec tous les. Là, il y a un jeu de plateau, enfin un jeu, une boîte de jeux de société Hellboy qui va sortir. Il y a une boîte qui gère les droits de Hellboy. Le jeu vidéo, les goodies que ça représente, c'est pas Mignola qui signe tout. Oui, à chaque tu fois. vois, c'est ça ce que c'est. Mais a priori, c'est en son nom propre. Tu vois, comme il y a un estate pour. Enfin, ça se fait moins aujourd'hui les estates, tu me diras, mais il y a Red Sonja LLC. Non, remarque ça, du coup, ça appartient à un studio, mais. Ouais. Quel exemple je pourrais trouver? Anyway, pour toi, c'était une coquille vide. En second, c'était la question que me posait Beaujour. Umbrella Academy, c'est une IP aussi. Hein. Et je pense, oui, mais Umbrella Academy, ça appartient précisément à ces deux créateurs. C'est Gerard Way et Gabriel Bá. C'est pour ça qu'ils étaient consultants sur la série, qu'ils ont pu faire des volumes ensuite sans l'accord de personne, tu vois. Enfin, après, je ne sais pas, encore une fois, le sujet des contrats des maisons d'édition indépendantes, il est extrêmement opaque. Tant qu'il n'y a pas d'enquête, et encore une fois, dans la presse comics, t'as quelques happy few qui savent, parce qu'ils peuvent accéder directement aux éditeurs qui acceptent de faire des confidences ou de montrer les contrats, mais il y a une omerta, il y a un langage secret sur... Ce que je voulais dire, c'est que même si les œuvres appartiennent à leurs auteurs, le fait c'est que quand tu possèdes la maison d'édition qui publie ces IP, ces œuvres, t'as quand même un lien direct, un canal direct pour pouvoir les adapter, pour pouvoir produire d'autres trucs, tu vois. Bien sûr. C'est ça. Et ça, le fait est donc, pour en revenir au truc, que Embracer a certainement dû se dire ça, parce que eux ne sont pas des mécènes, hein, leur intérêt c'était d'avoir le 4e ou le 5e, selon les mois, plus gros éditeur du marché indépendant, enfin du marché tout court d'ailleurs en général. Et derrière, ils n'en ont rien fait. Il n'y a pas de projets particuliers qui ont été faits ou annoncés. On a vu, il y a des auteurs de chez Blizzard qui ont fait un comic sur Dark Horse aussi. Un mec qui s'appelle Samwise, je crois. Alors les fans de World of Warcraft probablement voient de qui il s'agit, mais c'était un des gérants de la marque Blizzard au niveau scénario, au niveau lore. Mais derrière, voilà, il n'y a pas eu d'échange de bons procédés. Pareil, beaucoup de signatures qui sont venus faire des comics chez Dark Horse. Tout le monde s'était dit à l'époque, c'est en vue de se faire adapter. Et derrière, les projets n'ont pas été mis en gestation, n'ont pas été mis en branle. Donc, voilà, ça nous paraissait être une heureuse coïncidence, un heureux hasard de circonstance que pour une fois, un rachat de la part d'une boîte externe ne vienne pas perturber la mécanique comics. Et effectivement, depuis quelques années, Dark Horse va aller de mieux en mieux. Mignola, l'univers de Mignola. Publiquement, en tout cas, on n'avait pas l'impression d'avoir un éditeur en difficulté. Le truc, c'est que, créativement, parce que d'un point de vue argent, on n'en sait rien, on n'a pas les comptes de ces boîtes. Mais on n'a pas de mauvaises nouvelles à rapporter non plus. Tu vois, il n'y a pas eu d'annulation sèche, il n'y a pas eu de licenciement vénère, il n'y a pas eu même de communiqué de la part de Dark Horse parce que, par exemple, la IDW, on savait quand ça s'est enrhumé, tu vois. Oui, on a vu les fermetures de labels et départs de gens et tout ça. On n'a pas eu ce genre de choses à chez Dark Horse. Image Comics, on sait que ça a été plus compliqué pour eux de négocier avec le syndicat. Enfin, quand le syndicat s'est monté, il n'y a pas eu d'insider, on va dire. Il n'y a pas eu d'affaires chez Dark Horse qui justifieraient de s'inquiéter. Quand il y a eu le mouvement MeToo, ils ont gentiment foutu Scott Allier à la porte et il n'y a pas eu de remise en question de personne. En fait, personne n'a dit c'est un scandale. Enfin, Dark Horse avait l'air d'être une boîte plutôt vertueuse, plutôt bien portante. Encore une fois, ils ont signé un bon contrat avec Stan Sakai pour récupérer Doku Publishing après IDW. Ils ont récupéré des propriétés intellectuelles qui étaient porteuses, entre guillemets. Et il y avait périodiquement des annonces de projets, parfois intéressants, parfois moins. C'est comme ça, c'est le marché.
Donc tout le monde se posait la question de pourquoi, même voilà, c'était même quelque part un peu incohérent, pourquoi Embracer a l'air de laisser Richardson à ce point-là diriger le navire. Comme tu l'as dit, effectivement, le jeu vidéo est en crise, une crise assez énervée et qui touche plein de secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a eu la déflation après la bulle Covid. Il y a l'IA aussi qui arrive. Il y a des boîtes qui ont mis de l'argent dans les NFT, ils auraient pas dû. Il y a, alors ça c'est d'autres sujets, mais la communauté des jeux vidéo, la communauté des fans, ce sera le sujet d'un podcast d'ailleurs peut-être pas que pour les comics, mais la communauté des fans de jeux vidéo, c'est une communauté particulièrement toxique, particulièrement vénère, particulièrement intolérante. Ça a posé des problèmes à des studios comme Ubisoft et tout. L'actionnariat du jeu vidéo aussi est fébrile. Donc voilà, bref, les boîtes ont besoin de prendre des décisions, de montrer aux actionnaires que ils gèrent, que on a entendu, il faut réagir. Donc voilà, par exemple Dark Horse, nous sommes le groupe Embracer, on a remarqué qu'on entretient un truc qui nous rapporte pas beaucoup d'argent, on va changer ça. Et donc ils ont mis à la place, j'ai oublié le nom du mec, je suis désolé, quoi qu'on s'en fout, c'est pas un mec qui vient des comics, ils ont mis un ancien de chez Google, je te le retrouve, qui est passé par Activision, par Blizzard, par Facebook aussi, je crois. Enfin, c'est un col blanc. Enfin, c'est littéralement un de ces profils qui a fait une grande école de gestionnaire de boîte et qui n'est pas plus expert du milieu des comics que le patron de Leclerc ou quand le patron de Leclerc probablement il connaît mieux en comics que ce mec-là, ou le patron de Intermarché, quoi. Donc voilà, le fait est que c'est un très mauvais signal à envoyer. Parce qu'on est l'année des 40 ans de Dark Horse. Il s'appelle Jay Comas. On est l'année des 40 ans de Dark Horse. On est l'année où cette boîte, qui a été quand même montée par des passionnés, sur un marché indépendant qui n'existait pratiquement pas. À l'époque, on parlait de marché alternatif, plus que du marché indépendant. Quand Dave Sim s'est lancé avec Cerebus pour théoriser la course vers l'indépendance et devenir l'une des voies qui a inspiré après McFarlane, parce qu'on sait que voilà, il avait lu les traités de qu'est-ce que je viens de dire du coup, Cerebus, Dave Sim. À l'époque, le marché, c'était beaucoup de l'auto-édition. Et il y avait quelques boîtes comme Malibu, il y avait quelques boîtes comme j'ai oublié le nom de Tundra Publishing, je crois, la boîte de Kevin Eastman. Enfin, il y avait quelques boîtes qui existaient, mais c'était tout petit, quoi. Et personne n'espérait concurrencer Marvel et DC. Personne n'espérait même seulement, à l'époque, prendre la 3e place du marché. Ça ne voulait rien dire, tellement les différentiels de chiffres étaient énormes. Quand Dark Horse est arrivé, c'était avant Hellboy, ils ont pas eu cette tremble de lancement où c'est ce véhicule tout de suite. C'est 6 ans plus tard que Hellboy apparaît. Les mecs, vraiment, avec leur bite et leur couteau, on dit, on va faire des BD underground, indépendantes, en noir et blanc, et on verra si ça mord. Et après, ils ont été récupérés, Star Wars, Predator, etc. Enfin, et même Conan, je veux dire que Dark Horse a récupéré Conan des mains gisantes de Marvel quand il y a eu conflit avec Heroic Signature et tout. C'est une boîte qui a vraiment changé le visage de l'industrie. Et pas que grâce à Hellboy. Parce qu'il y a eu, voilà, cette impulsion vers le haut de dire c'est possible. Et avant Image Comics, encore une fois, tout le monde présente le bout du marché indépendant comme parce que McFarlane, Silvestri, etc. ont claqué la porte. C'est vrai pour les comics de super-héros publiés en indépendant. Mais pendant les 4 premières années de Image, c'était que du super-héros. C'était Vertigo, la boîte que les gens allaient lire pour les créations originales, etc. au début. C'est après, quand Stephenson est arrivé, quand Corkman est arrivé, que là, ils ont mis un gros push sur les créations originales de genre, de style varié. Pendant quasiment 10 ans, Image, c'était Spawn, c'était Savage Dragon, et les Youngblood et compagnie. Et c'est quelques créations originales à côté comme Astro City, The Max et tout. Mais voilà, le fait est que on n'estime pas, en fait, parce que leur communiqué de presse, évidemment, c'est un communiqué de presse de groupe, où ils saluent le départ de Mike Richardson, où ils le remercient pour sa contribution. Sans la détailler. Voilà, t'as envie de dire, c'est pas une contribution, il a fondé la boîte. C'est pas une contribution, c'est comme si moi je remerciais Arnaud Kikou pour sa contribution à First Print. Non, Arnaud Kikou, il a fondé First Print. Donc à un moment donné, si moi, un jour, je me mets avec des actionnaires et que je le vire, je suis l'enfoiré dans la pièce. Et non, mais qu'il faut quand même qu'on réalise ça. Parce que les gens se disent, mais c'est une décision de groupe. Évidemment, c'est normal qu'un groupe prenne ce genre de décision. Néanmoins, pour moi, symboliquement, c'est vraiment pas ouf. Au Japon, il y a des cultures dans le jeu vidéo, par exemple, on ne vire pas les vétérans. On les fout dans un placard. On leur bricole un poste, senior exécutif, consultante et compagnie, pour le symbole, parce que c'est pas très propre. Il y a un côté, on fout pas à la porte les anciens, ça ne se fait pas. Je pense qu'ils auraient pu garder Richardson comme un poste de consultant, oui, un poste de senior quelque chose, plutôt que de le virer pour l'anniversaire de sa boîte. Précisément, en plus, quand Concrete revient et qu'il y a vraiment cette fédération des grands anciens regardez, on n'a pas oublié nos racines, on n'a pas oublié d'où on vient. Et quand Mignola lance un nouvel univers aussi, je veux dire, c'est pas anodin. Il y a vraiment l'impression d'une page qui se tourne actuellement pour Dark Horse.
Bah justement, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça va se passer pour Dark Horse à partir de maintenant, puisque ça c'est la seconde lame de fond, effectivement. Mais moi personnellement, j'aimerais dire que je suis étonné. J'étais choqué quand l'annonce est tombée. Néanmoins, parce qu'on peut plus faire les étonnés aujourd'hui. Je veux dire, quand Didio a été foutu à la porte, c'était un peu le même constat, et même. Il n'est jamais revenu, un Didio. Mark Doyle, comment il s'appelle mais aide-moi, Batman Black and White. L'éditeur, Mark Chiarello. Voilà, Mark Chiarello a été foutu à la porte. C'était du point de vue de notre industrie, c'est le même niveau de compétence, c'est le même niveau de talent, c'est le même niveau d'indispensable. Et quand on nous dit que les gens indispensables n'existent pas, fermez vos gueules. Enfin, quand Karen Berger est parti de chez Vertigo, on a bien vu que si, ça existait, les gens indispensables, en fait. Et c'est une réalité. Faut qu'on arrête ces mantras capitalistes de dire que tout le monde est remplaçable. Sans Mike Richardson, il n'y a pas Dark Horse, il n'y a pas toute l'histoire indépendante qu'on connaît. Maintenant, la question est, effectivement, qu'est-ce qui va arriver? Moi, cette logique de synergie, je ne la vois pas. En fait, ils auraient eu meilleur jeu, en fait, de racheter, je sais pas moi, un studio qui, comme Hanna-Barbera, par exemple, bon, ça appartient à Warner Bros, tu me diras, mais qui aurait des licences à eux, ou Nacelle, ils auraient, si Embracer voulait faire des licences, ils auraient pu racheter la Nacelle Company, ils auraient eu tous les cartoons des années 90 dont ils rêvaient. Dark Horse, pour moi, il faut quand même le consentement des auteurs et des artistes pour faire des propriétés adaptées. Accessoirement, quel comics de chez Dark Horse ferait un très bon jeu vidéo? Eux, ils disent aussi TV and Entertainment Industry, donc probablement qu'ils ont dans l'optique de faire des films et des séries télé à côté. Bon, Hellboy, on a eu un film récemment. On a fait un podcast dessus, mais... Le podcast était meilleur que le film. C'est pas un très bon exemple de... Si Embracer a mis les mains dedans, ou a facilité une transition éventuelle avec Millennium ou quoi, le studio qui a fait le film, c'est pas un très bon exemple de leur degré d'engagement sur l'industrie de l'audiovisuel, au cinéma ou à la télévision. Leur objectif reste de faire des jeux vidéo. Il y a des bons jeux vidéo Hellboy à faire. Il y a eu un bon exemple récemment, alors que... Oui, qui était un peu nul sur le gameplay, mais qui était très joli en tout cas. Plat, mais graphiquement, il y avait une vraie intention. Il y a peut-être d'autres trucs à faire avec ça. Il y a peut-être des jeux façon Shadows of Mordor à faire avec les comics de fantasy de chez Dark Horse. Je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne suis pas développeur de jeux vidéo. Moi, je trouve quand même le symbole extrêmement déplaisant, extrêmement déplacé. Effectivement, comme tu dis, c'est lui qui a fait rentrer le loup dans la bergerie, mais c'est une chose de vendre sa boîte parce que tu te dis, je suis aux portes de la retraite, je m'assurer une retraite. Et quelque part, je mets ma compagnie à l'abri du besoin. Parce que c'est vrai que quand t'as un groupe pour te soutenir, en tout cas dans la mentalité des États-Unis, tu te dis, voilà, je vais plus être renversé par un revers du style, si Diamond ferme ses entrepôts, on crève tous. Non. Quand t'as le soutien d'un groupe pour te baquer, croit-on, tu es protégé des desiderata de l'industrie. Tu es protégé de la crise du lectorat, tu es protégé de les libraires, machin, etc. C'est pas anodin, mais quand tu regardes ce qui est arrivé à Valiant, quand les Chinois sont arrivés, t'as envie de dire, en fait, peut-être qu'il faudrait que vous arrêtiez tous de faire ça, quoi. Peut-être qu'il y a une vertu à être dans la BD. Peut-être, tu vois, sans vouloir être méchant, la plupart du temps, quand un groupe se fait racheter, on a bien vu, alors Marvel, c'est peut-être le meilleur exemple, mais Marvel, c'était déjà des marchands de jouets avant, en fait. DC, ils ont eu de la chance, mais il y a eu quand même des charrettes de licenciement. Hein. Ah oui. Et vénère. Et il y a eu des annulations de filières entières. Comme des Toys et tout, qu'on pris sec. Hein, dans la non, DC a eu de la chance parce qu'il est resté des gens suffisamment talentueux pour maintenir la barque, et je pense que quand on parle d'éditrice, notamment Mary Javins qui est aux commandes en tant que rédactrice en chef, en fait, je pense que et t'as d'autres éditeurs qui sont autour d'elle et tout ça, mais je pense que vraiment c'est sa direction qui a fait qu'ils ont réussi à se relever du bain de sang qu'il y a eu. Parce qu'à l'inverse, Valiant ne s'est jamais relevé du départ de Dinesh Shamdasani et de Warren Simons, par exemple, tu vois. Il y a des personnes où c'est ce que je disais avec les gens qui sont restés, il y avait des gens qui étaient compétents, Everentos, une bonne éditrice et tout ça, il y a des gens qui sont restés qui étaient compétents, mais clairement il manquait la tête qui avait la vision, en tout cas, ou en tout cas le lead pour mener la barque. Et à voir maintenant si avec Mike Richardson ce sera ça, ou si parce qu'il y a d'autres éditeurs aussi qui travaillent chez Dark Horse qui sont très bien, donc faudra voir si ceux-là arriveront à... C'est là que McFarlane, Silvestri et Stevenson et Kirkman ont été intelligents. Ils ont jamais voulu, après, c'est toute la logique de McFarlane aussi, de devenir plus gros que le patron pour devenir ton propre patron. Skybound, probablement qu'ils ont reçu des offres pour vendre la boîte 10 fois. Hein. Bah non, mais Kirkman, il est malin. Dit, mais pas que lui, je veux dire, même McFarlane avec McFarlane Toys, tu vois. Il a toujours dit, moi, si un mec me dit, c'est nous les patrons, je vais devenir mon propre patron et devenir tout concurrent, en fait. Et effectivement, maintenant que c'est, entre guillemets, Kirkman qui tient la boîte, parce qu'en vérité, c'est Kirkman et Silvestri qui tiennent la boîte, hein, au niveau finance et au niveau gestion,
Skybound, justement, c'est en train de devenir plus gros c'est en train de devenir une vraie boîte qui fait du développement de jeux vidéo, de licences et compagnie. Oui. Comme quoi, c'est possible, c'est sûrement ça qu'il aurait fallu faire. C'est Skybound Entertainment maintenant, c'est pas Skybound Comics. Voilà, c'est sûrement ça qu'il aurait fallu faire. Il aurait peut-être fallu faire un Dark Horse Entertainment qui aurait pu tenir debout, au lieu de se faire racheter, parce que cette logique-là, et je pense que ça va être une leçon pour beaucoup de gens au sein de l'industrie, parce que Richardson, il était quand même très respecté, hein. C'est pas un mec qui a 40 casseroles ni rien, enfin, c'est vraiment, à une époque, les films The Mask et Time Cop, c'est Richardson qui a fait la négociation. Enfin, il y a eu les licences Dark Horse qui sont sorties, et qui ont marqué leur époque, en l'occurrence. Donc ouais, enfin, respect aux disparus. Alors après, encore une fois, peut-être qu'il y a plus que ça à savoir, hein. Là, on fait un bilan de ce qu'on sait. Mais moi, ça me fait un peu peur pour l'avenir immédiat de la boîte. À voir. Enfin, faute de mieux. Du côté du reste de l'actualité comics, on a Charlie Adler qui est de retour en dessin avec Chris Condon, que tu aimes bien, c'est l'auteur de Texas Blood. Tout à fait. Donc, dont on n'aura jamais la suite. Et qui a fait depuis Ultimate Wolverine et qui va faire... Ah mince, putain, c'est sur un autre projet récemment. Le Ultimate Origin Boxes, là... Reborn Impact, ouais, c'est ça, Ultimate Impact. C'est lui qui fait Chris Condon ? Ouais. Ok. Justement parce que ça m'avait marqué de me dire, ils l'ont remplacé là après Ultimate Wolverine. Ouais. Donc faut savoir que les deux vont faire une bande dessinée ensemble chez Image Comics. D'ailleurs, Charlie Adler qui arrive évidemment, enfin pas évidemment, mais qui arrive aussi, qui sera de retour sur First Print tout bientôt, puisque j'ai eu le plaisir de faire une interview à distance il y a pas si longtemps, et je vais vous la mettre en ligne là incessamment sous peu, où il disait justement qu'il y avait une nouvelle, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait j'aurais dû la mettre en ligne bien avant, puisqu'il teasait à la fin qu'il avait une nouvelle bande dessinée qui allait être annoncée. Bah voilà, j'ai même pas eu le temps de mettre le podcast en ligne que la BD en question, elle a été annoncé, donc ça arrivera au mois de mai prochain. Ça s'appelle Off the Earth, donc Chris Condon et Charlie Adler. C'est décrit comme un polar néo-noir matiné d'éco-horreur, enfin d'horreur avec une thématique horrifique, et ça s'intéresse à une femme qui s'appelle Tabitha Black qui fuit sa vie qui est pourrie pour retourner dans sa ville natale. Ça c'est un peu un trope assez classique, hein. Voilà, ta vie va pas bien, donc tu retournes chez toi pour essayer de te ressourcer un petit peu et retrouver le bon air familial. Notamment, bah voilà, elle veut retrouver sa petite ville de Solitude au Texas et retrouver le confort de la maison de sa grand-mère et qui l'a élevée. Et le problème, c'est que quand elle retourne en ville, la ville n'est plus du tout ce qu'elle était, et apparemment sa grand-mère non plus. Donc c'est un pitch qui est très évasif pour le moment. Mais quand tu vois la couverture, enfin les deux couvertures qui ont été dessinées, clairement tu vois que quand ils disent que la ville elle a changé, a priori il y a l'implication de complexes pétroliers dedans. Okay. J'ai l'impression. Et l'autre, tu vois a priori ce qui devrait être la grand-mère qui a l'air d'être un peu monstrueuse. Et tu vois Silent Hill. Et tu vois le truc de pétrole un peu, je sais pas. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une ambiance horrifique de ce côté. Enfin, clairement, à mon avis, c'est lié à l'exploitation du pétrole. Moi, je pense qu'il y a une compagnie qui a voulu forer, qui a fait de la merde, qui a réveillé une entité qui s'est emparée de la grand-mère, un truc comme ça. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir Charlie Adler qui continue de dessiner, sachant que dans le podcast, il le dit, il choisit ses projets avec précaution parce qu'il sait que il ne lui en reste plus beaucoup de temps à dessiner. Non pas qu'il va mourir, hein, mais juste parce qu'il va prendre sa retraite. Okay. Mais non, il a quand même les 60 palais passés, hein, donc voilà. Et chaque, ouais. Et c'est vieux que ça, Charlie Adler? Bah oui, il a déjà un certain âge, et donc, mais tu sais, on n'est plus tout jeune non plus. Hein. On a 35 piges, gars, ça va. Hein. Ouais, oui, mais c'est pas 25 quoi. Non, c'est pas 60 non plus. Ouais, c'est pas 60, voilà, c'est entre les deux. Et nous, on dessine pas, hein. Oui, c'est sûr, S'il y a encore des micros en 2080, on pourra encore faire des podcasts, hein. Oui, salut, Coro. On aura un filtria pour nous refaire des voix de jeunes. T'inquiète. Non, non, moi, j'aurai ma voix de vieux. Bonjour, les amis. Donc, tu parleras comme le père Fouras, du coup. Il y a des nouvelles couvertures variantes Spider-Man. Encore pour le 4. C'est le numéro 10 000. Ils ont réussi à faire ça très vite. Oui, c'est ça. En faisant un rythme quotidien. Ça fait 360 numéros à l'année, c'est pas mal. Bref, donc ouais, enfin je sais pas si t'as regardé un peu les oui, le truc. Alors oui, c'est un personnage jeunesse, ça n'a rien à voir, c'est pas ça du tout. Voilà. Je ferai aussi ces blagues dans 60 ans, je m'en bats les couilles. Après d'ici là, plus personne n'aura la ref, hein. Mais parce que oui, en plus ça fait déjà un petit moment. Non, j'ai bien aimé le truc de Adler sur les hérétiques. Les inquisiteurs, exactement, ouais. Faut en parler en back issues alors. Ça rendait pas trop mal en noir et blanc d'ailleurs.
Mais là, ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais vu beaucoup de Charlie Adler en noir et blanc en plus. Espèce de connard. Non, par rapport à Altamont, je veux dire, tu m'emmerdes. Mais ouais, le pitch me parle pas plus que ça. C'est très classique, je trouve. Ouais. Et puis c'est très Americana et tout. Personnellement, alors, je sais pas si c'est toi, mais enfin, je sais pas si c'est comme pour moi, mais là j'en ai un peu ras le cul des histoires très Amerloc, très campagne profonde. Et tout. Ah non, ça va. Oh, j'en peux plus là. Ce pays commence vraiment par me sortir par les yeux. Mais je sais que c'est moi, hein, c'est pas rationnel. Oui, bah, après, les auteurs, ils parlent de ce qu'ils connaissent, c'est normal. C'est forcément lié, oui, à un certain contexte, quoi. Mais là, j'en peux plus, là. Donc, après, ça reste Charlie Adler, donc je le lirai avec attention et envie. Bah, justement, est-ce que tu peux nous parler, par contre, d'un autre titre qui a été annoncé chez Image, je crois, c'est de Matthew Rosenberg et de son frangin. Oui. If Destruction Be Our Lot. Tout à fait. Alors, c'est les robots. C'est Mike Rosenberg, je crois. Oui. Qui, a priori. Après, c'est Mike, mais il a un nom en trois noms, parce qu'il y a un truc. Il y a un truc au milieu. Moi, je les écris pas, ça, en général. Bah, j'ai vu que tu ne respectais pas les noms. Parce que, enfin, je sais pas, moi, c'est pas. Mark Elia Rosenberg. Ouais, mais non, bah, dans ce cas, tu mets un tiret, enfin, je sais pas, c'est bizarre, non? Bah, non. Pourquoi Mais tu sais qu'il y a des gens qui s'appellent Jean-Paul quelque chose, et puis voilà. Mais il y a un tiret, du coup. Oui, mais parce que c'est à la française. Ouais! Mais je comprends pas. Parce qu'il y a un auteur, je sais qu'il y a un mec qui fait des variantes qui s'appelle John Tyler Christopher, bah il s'appelle John Tyler Christopher, mais quoi, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un bon exemple, effectivement. Mais je sais pas, John Tyler, c'est peut-être plus vrai prénom que Mark Elijah, je sais pas. J'en sais rien. Après, j'ai l'impression, si tu veux, enfin, moi, on m'avait expliqué qu'ils mettent le deuxième prénom pour distinguer le porteur enfin, par exemple, toi, tu t'appelles. Alors peut-être qu'il y a un autre Mark Rosenberg qui existe. Peut-être que t'as un grand-père qui s'appelait Arnaud Tomassini lui aussi, et que du coup, tes parents t'auraient fourbu d'un deuxième prénom pour te distinguer du Arnaud Tomassini originel. Et ça, par exemple, je comprends pas, parce que à la limite, enfin, on s'en fout, tu vois. C'est comme James Tynion Force, parce que c'est le 4e James Tynion de sa famille. Ouais. Tu te dis, mais et alors, enfin. Pourquoi moi je m'appelle Olivier Corentin, mon grand-père s'appelait. Après toi tu peux être un peu pas sûr qu'il y a personne d'autre ever qui s'appelait Olivier Corentin. Figure-toi que mon grand-père s'appelait Paul-Olivier, donc il y a un. Oui, mais c'est toujours pas Olivier Corentin. Non, c'est sûr, mais bref, c'est un débat à la con. Donc Marc, Elijah. Tu sais que j'ai 2 prénoms, moi. Enfin 3. J'en ai 2 autres. Hans. Non. Kurtz. Kruger. Fritz. Il y a rien allemand, connard. Vas-y, bah dis tes prénoms, les gens vont le savoir. Là. Bah non, à ce prix. Arnaud. Antoine. Et Georges. T'as pas une tête de Georges. Non, c'était pas une tête d'Antoine. C'était mon grand-père. Tête d'Arnaud, en fait. Bah ouais. Mais voilà. Du coup, les gens maintenant savent qu'Olivier vient aussi du grand-père. Et je sais que quand j'étais à un moment. Paul m'aurait bien été. Quand j'avais découvert que quand mes parents m'avaient appris que j'avais 3 prénoms, il y a à l'école primaire où il fallait signer avec ses initiales et je mettais A-A-G-T. Et la maîtresse, elle m'avait engueulé, mais c'était n'importe quoi. Mais qui signe comme ça? Qui fait ses initiales avec 4 lettres et tout? C'est n'importe quoi. Je disais, mais oui, mais c'est mes vrais prénoms et tout. Là, je m'étais fait engueuler. Oh, bah alors là, mec, si tu veux, moi, le Olivier Corentin, c'est un icebreaker au taf. Bonjour, machin, Olivier Corentin. Ah, mais c'est pas banal, ça. C'est quoi le prénom du nom? Non, c'est mon prénom composé. Ah, mais dis donc, je connaissais Jean-Jacques et Jean-Yves. Mais 10 000 fois, j'ai entendu. Ouais. C'est les gens dans la vraie vie, ils sont choqués, je sais pas. Bah parce que c'est vraiment pas banal pour le coup. Je sais pas, il y a des Charles-Édouard, des Pierre-François. Ouais, mais ça va, Charles-Édouard, tu vois, ça va ensemble. Ça fait très Bourges, quoi, ouais, effectivement. Jacques-Henri. Jacques-Henri. C'est quoi ça? Jacques-Henri. Jacques-Henri. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On l'a fait récemment. Alors qu'Olivier Corentin, ça, ouais, parce que c'est pas des prénoms qui vont ensemble, quoi. Bah écoute, mais c'est pas grave. On s'en fout, voilà. Oui, donc Matthew Rosenberg avec Marc et Matthew. Peut-être que c'est Matthew Jean-Jacques Rosenberg aussi, il faut dire. On sait rien, effectivement. Donc effectivement, Marc Rosenberg qui vient plutôt a priori du domaine du cinéma, en tout cas qui a essayé de percer en tant que metteur en scène, et il a fait plusieurs courts-métrages qui sont listés sur IMDb si ça vous intéresse d'aller les voir. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le communiqué de presse, c'est qu'il avait plutôt une approche cinématographique. C'était un peu intéressant d'aller suivre son frère sur ce langage grammatical qui est la séquentialité. Et c'est dessiné par Andy McDonald. Oui, ça a l'air très bien dessiné d'ailleurs. Donc le synopsis, il est assez simple. Ça se passe dans un monde où l'humanité a disparu et les robots c'est dans 5 ans. Voilà. Non, même déjà, on est dans la préquelle de cette BD. Les robots qu'on avait créés pour nous servir, mécaniquement, ont hérité de la Terre et ils ont encore... parce que donc ça se base sur l'idée que l'IA ne fera que progresser jusqu'au moment où elle va finir par acquérir un statut autonome. Ce qui est en train de devenir une théorie de plus en plus crédible à mesure que le monde se dirige vers le pire. Et en fait, le message, c'est qu'est-ce qui se passerait si
une IA qui ressemble en l'occurrence beaucoup à Abraham Lincoln. Pareil, ça c'est l'obsession des États-Unis avec ce mec. Décider en fait d'essayer de trouver un peu plus de sens à tout ça, parce que tu sais, c'est un peu comme dans Origin, la BD de Rebelka, où en fait les robots ont continué à exécuter leurs tâches même s'il n'y avait pas les humains. Et en fait, donc ça c'est une allégorie, je pense, du train-train un peu quotidien que nous on traverse tous les jours. Et à l'inverse, Lincoln lui va plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce que la vie existe, et précisément pourquoi est-ce que leur vie existe, en essayant d'aller chercher des robots qui pensent comme lui, avec qui il pourrait partager une connexion intime, amicale, etc. Donc voilà, ça fait c'est compliqué pour moi de parler de ce projet-là sans une once de cynisme, mais ça fait encore une fois ces BD de renoncement en fait, qui consistent à dire c'est foutu. Les auteurs ont fait des œuvres pour dire aux techniciens et aux scientifiques, ne faites pas les IA s'il vous plaît, sinon c'est le début de la fin. Maintenant elles sont là, maintenant on va tous disparaître, voilà. Et il y aura une survivance puisque la machine vivra probablement plus vieille que nous. Donc beaucoup d'artistes actuellement essaient de préparer le futur, de nous habituer à cette idée, j'ai l'impression. C'est pas la première fois qu'on voit je les ai listés dans l'article. Il y a eu beaucoup d'annonces de BD comme ça récemment, en fait, justement sur le côté l'humain va disparaître et restera une forme de vie synthétique. Bon, voilà. Et depuis tout le temps, les comics ont été le miroir des interrogations sociétales. Donc c'est la preuve que ce sont les interrogations du moment. Oui, bien sûr. Après, si tu veux, le côté un robot va chercher de la poésie et du sens dans ce monde. Pourquoi pas? Je veux dire, Carbone et Silicium. J'allais dire Carbone. Ah, tu connais Carbone et Silicium, mais voilà, c'est ça. Même, je sais pas. Enfin, c'est presque un poncif, en fait. Tu vois, c'est presque un cliché. Même Poussière d'os, il y a des tonnes de BD comme ça qui essaient de trouver un peu d'humanité au milieu des décombres. C'est presque un genre de fiction, je veux dire, c'est Mad Max, tu vois, Oui. En l'occurrence, c'est les robots, donc voilà, ça a un côté plus actuel. Mais même, il y a des tonnes d'œuvres qui prennent cet angle-là. Wall-E, c'était déjà un peu ça, tu vois. Je fais pas forcément confiance à Matthew Rosenberg pour écrire une histoire comme ça. À mon sens, c'est plus un auteur du polar, un auteur de l'action, un auteur du thriller, pourquoi pas, même de la comédie, il peut être très bon là-dedans. Il n'a pas encore fait, jusqu'à récemment, parce que We're Taking Everyone Down With Us, qui était déjà une BD qui parlait de robots, c'est la création originale en date chez Image, qui est sortie l'année dernière, était pas mal. Déjà, on voyait que le muscle du robot le gratouillait un peu le cerveau. Ça peut être intéressant. Pareillement, au niveau de moi, là où j'en suis en tant qu'être humain, je n'ai pas envie de savoir que les IA seront heureuses après ma mort, en fait. Et je sais que c'est une allégorie pour parler de l'être humain, etc. Le sujet me paraît peut-être un peu, ou alors trop tôt, ou alors trop compliqué à manier pour un scénariste qui n'a pas prouvé qu'il avait une capacité émotionnelle aussi riche que ça. Vraiment à voir, ça fait pour moi un peu algorithmique comme créa, je trouve. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Parce que c'est ce truc-là de... Pas grand-chose. C'est comme quand t'as des trucs comme Kaya ou... Kaya, c'est trop bien. Mais Kaya, c'est très bien, il y a pas de souci. Mais quand Kaya sort et que t'as la création des frères Miranda à côté, et que t'as le... Attends, Kaya, c'est sorti 5-6 ans après. Et que t'as la BD de Samney aussi. Jonah. Ouais, Jonah. C'est des tropes de fiction, en fait, si tu veux, que tu peux recouper. Le côté... enfant dans le post-monde, c'est un trope de fiction. C'est fait différemment en fonction des artistes. Là, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un trope. L'humanité s'éteint, qu'est-ce qu'on fait? Et il reste les robots, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, j'ai un peu peur que ça devienne aussi une facilité en fait des créateurs qui peut-être manquent un peu d'imagination. Mais alors peut-être que je fais un procès trop rapide là. Je pense. Voilà. On verra bien. Ça peut être très intéressant. Ça a l'air très joli. Tu projettes peut-être un peu trop de toi évidemment, sur les attentes. Comment ne pas projeter de soi quand on parle d'un sujet comme l'IA et la vision du futur? C'est un peu le rôle des artistes aussi, c'est justement de nous faire réfléchir à tout ça. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'annonces de projets similaires récemment. Et pour un mec comme Rosenberg, moi j'attendais des choses différentes. Tu vois, c'est peut-être plus parce que c'est pas assez différent de ce qu'il a fait précédemment. Et il fait beaucoup de post-monde de toute façon, parce que même aussi What's the Furthest Place from Here, c'est un post-monde aussi. Il y a plus d'adultes en l'occurrence, en tout cas ils sont plus vraiment là. Beaucoup plus créatifs. Oui, c'est sûr que on sent l'absurdité de Tyler Boss aussi. C'est très oui.
Oui, clairement. Qui vient compenser justement peut-être pas les failles, mais le manque d'imagination, je trouve, parce que les autres BD de Rosenberg sont très bien, hein, mais c'est pareil, c'est toujours dans un moule de fiction, tu vois. Parce que tu sais aussi qu'il y en a clairement aussi qui sont pensés pour pouvoir servir de proof of concept pour un film ou une série. Oui, bah là, s'il y a son frère qui vient du ciné à côté, peut-être qu'il y a une logique un peu à la Chartier-Collinet de si la BD fonctionne, peut-être qu'on pourra trouver des financiers pour que mon frère réalise le film. C'est pas idiot de le considérer, hein. Ouais, sachant que Chartier et Collinet, ils ont fait un court-métrage directement aussi, en fait, qui servait l'équipe là, pour le coup, qui était directement comme Lights. Pas de meilleur exemple. Oui. La main, mais... Comme le Lights Out de, la BD limite vient plus en complément pour dire, regardez, ça peut devenir une IP parce qu'en fait, c'est un concept qui se décline sur différents médias. Mais ouais, je vois très bien la comparaison. Du côté de Marvel, on a aussi quelques annonces. Alors, il y en a une sur laquelle on va passer très vite, je pense, c'est une mini-série Bishop par Saladin Ahmed. Oui. Bishop revient et on ressuscite sa sœur pour l'occasion parce que la mort n'a pas d'importance chez Marvel. Surtout quand tu peux voyager dans le temps. 5 numéros. Le seul, enfin, tant mieux pour les fans de Bishop, attention, parce que Ahmed, il est plutôt bon en mini-série. Enfin, il est mieux en mini-série que sur le temps long, à mon avis. Le seul truc qu'on peut en tirer, c'est que la ligne X-Men, elle a plus vraiment le moindre sens, en fait. Moi, j'ai rattrapé, enfin, parce que c'est tout récent, hein, mais j'ai lu les premiers numéros, là, de Shadows of Tomorrow. Il faut quand même se dire qu'il y a vraiment que Jed MacKay que ça l'a intéressé. Si vous lisez la série de Gail Simon qui est X-Men, qui est toujours très bien, c'est toujours une lecture que je vous recommande, ça n'a presque rien à voir. Les autres séries qui ont été relancées récemment, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a vraiment que dans la série X-Men de MacKay où on te dit que Cyclope est conscient du futur que Cypher pourrait provoquer, qu'il ne provoquera jamais parce que ça marche comme ça dans les comics. Le reste, la série Deadpool, bon, mécaniquement, on est déconnecté du lore principal. Les annonces récentes, c'était quoi? C'était une nouvelle série nostalgique. Outback, X-Men Outback, là. Et qui ne sera même pas, encore une fois, faite par Chris Claremont, alors qu'il est encore en vie. Enfin, il a fait Deep Cut. Et Wolverine Deep Cut, qui était déjà une façon de revenir à la période de l'Outback. Peut-être que ça s'est pas vendu. Mais, qui était pas dégueu. Qu'est-ce que tu fais? Qui était pas dégueu, désolé. Pour le coup. Mais voilà, c'était une façon intéressante d'exploiter la nostalgie. Là, ça va même pas être lui. Et cette série Bishop qui paraît hors continuité. Enfin, je vais le dire, alors voilà, parce que les gens pensent que je tape un peu méchamment sur Niclo. Moi, j'ai vraiment de la colère pour tout le monde. En l'occurrence, je trouve que mettre Tom Brevoort sur les X-Men, ça restait une mauvaise idée et que là, pour l'instant, je suis toujours pas rassuré sur l'avenir éventuel de ce pôle de création. J'ai vraiment l'impression qu'on brosse les fans dans le sens du poil et que Marvel fonctionne par petits coups pour faire des pics de vente sur un moment donné. Voilà, il y a encore des nostalgiques de l'Outback et des nostalgiques des années 80. Faisons une série Outback. Il y a des fans de Bishop qui sont nostalgiques parce que Bishop, c'est pareil, ça fait un petit moment, Bishop, quand même, que ça n'a pas été un personnage extrêmement important. Faisons une série Bishop et les autres projets vont ronronner dans leur coin. Bon, je sais pas, personnellement, ça me fait pas, enfin, comme on avait dit pendant le détail de Comics Pro, il y a peu de choses actuellement chez Marvel qui m'inspirent un sentiment d'ambition ou de même juste simplement de viser à long terme. Sinon, encore une fois, le retour potentiel de l'univers Ultimate, c'est quand même fou de se dire que les mecs avaient un truc qui marchait très bien, qui mettait tout le monde d'accord et qu'ils ont pris sciemment la décision de l'annuler. Si c'est effectivement le cas pour l'année en cours en tout cas. Là, actuellement, ouais, Captain America, c'est bien. Et quelques autres séries par-ci par-là. Mais bref, je ne vais pas en profiter pour taper sur Marvel puisqu'on n'a pas fini le programme Antoine Georges. Les trois, monsieur. Antoine, Georges. Voilà. Et pour terminer sur les annonces de Comics VO et du côté de Marvel, on a eu l'annonce saucisse de la grande maison des idées qui nous annonce un titre Spider-Man Long Way Home par Jonathan Hickman et Adam Kubert. Et je sors mon usine à Lamentin. Puisque c'est vraiment le projet Lamentin-ish par excellence. Puisque, alors, on aime bien Jonathan Hickman, vous savez. C'était mieux que les IA, les Lamentins, en vrai. On aime c'est bien. Que spontanément, j'expliquais récemment, je suis désolé de te couper, mais oui. J'expliquais récemment à mon père, justement, comment l'IA commençait à arriver dans la presse, etc., dans l'édition et tout. Et il m'a dit, c'est trop rigolo, spontanément, je te jure. Hein. Tu te souviens pas de l'épisode de South Park avec les Griffins, là, et Lamentin et tout? J'avais envie de lui faire un câlin, je te jure, tu te souviens de ça, toi? Parce qu'on est resté, c'était il y a 20 ans et tout. Et en fait, lui-même a comparé ça aussi. Sur le côté génération automatique d'idées, je trouvais ça brillant, enfin.
Voilà, je suis très fier de mon papa, c'est ce que je voulais dire. Bah oui, t'as bien raison. Oui, mais surtout en plus décris-moi le pitch. Il y a des fois où je me dis en fait les IA c'est rigolo parce que ils font des vidéos sur notamment sur Insta avec des reels avec des chats. Où en fait c'est genre en fait je pense qu'en fait ça se base sur une vidéo réelle peut-être où c'est en fait une caméra dans une chambre où t'as la porte qui s'ouvre en claquant comme ça et t'as le couple qui se réveille, tu sais, en vision nocturne. Ouais. Et sauf que je sais pas ce qu'il y a dans la vidéo de base, mais là en fait t'as un chat qui débarque et souvent c'est un chat sur un monocycle qui joue de la trompette, ces trucs. Voilà, c'est con. Ça te fait rire, le truc c'est que c'est rigolo, mais bon, rien qui n'aurait pas pu être fait en CG. Dans la vraie vie, oui. Par contre, c'est compliqué d'apprendre un chat à faire du monocycle. Mais... Non, il y en avait une qui est incroyable. En fait, c'est tous les jours de la semaine et à chaque fois, t'as un chat qui joue un instrument de musique et t'as sa maîtresse qui arrive, qui ouvre la porte en hurlant et qui les ramène à l'intérieur en disant, il y en a marre, t'arrêtes de faire de la batterie et de machin. Non, mais il y a du slop qui est marrant, tu vois, c'est comme quand c'est du YouTube poop enfin, c'est que t'avais la vidéo de Stephen Hawking sur son fauteuil qui faisait, était sur une rampe de skate. Ouais. Et le fauteuil, tu sais, qui faisait des ollies. J'avoue, j'ai vu ça dans un. Mais le truc, c'est que ça, sur les. Ok, j'avoue, ça, c'est marrant. Ouais, mais le truc, c'est que. Le mec ait tapé ça. Par contre, après, là, j'ai la dépense d'énergie que ça suscite. Mais c'est ça, parce qu'en plus, surtout que si c'est pour faire Stephen Hawking qui fait un backflip, en fait, tu le fais déjà. En fait, tu croppes le truc et tu animes l'image pour faire. En fait, tu vois, t'as pas besoin de la générer. C'est plus compliqué. Ça demande des compétences de montage. Après, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont pas non plus incroyables et qui arrivent à faire des trucs zinzin parce que t'as les outils quand même. Mais bref, c'est un autre sujet. Les Lamentins, je disais pourquoi, parce que donc, c'est Jonathan Hickman, vous savez, on aime bien Jonathan Hickman de façon générale, mais il a quand même fait quelques croûtes ces derniers temps, notamment chez Marvel, sur des projets, comme Wolverine Revenge, et Alien versus Avengers. Ce que tu détestes, effectivement. Moi, je ne le classe pas dans cette catégorie-là. Et donc là, il retrouve Adam Kubert, donc aussi grand dessinateur de l'industrie, qui a fait beaucoup sur les X-Men notamment. Donc, pour faire un titre qui s'appelle donc Spider-Man Long Way Home. Ouais. Vas-y, décris-moi, j'ai pas lu la lecture. Donc, c'est un récit hors continuité comme Wolverine Revenge, hein. Ça, voilà. Donc, c'est un monde d'avant le Punisher. Un monde où l'existence du Hulk tient plus d'une rumeur qu'autre chose. Un monde où l'AIM a développé un cube cosmique au cœur des jungles de l'Amérique du Sud. Frank Castle, Bruce Banner et Peter Parker font partie d'une mission pour empêcher le cube de tomber dans les mauvaises mains, y compris les leurs. Dans ce combat à trois pour le pouvoir du cosmos, qui parviendra à se hisser au-dessus de la mêlée? D'accord, mais qu'est-ce que ce pitch? Donc en gros, c'est un pitch dans lequel, donc c'est un bouquin Spider-Man, c'est une aventure de Spider-Man hors continuité qui s'appelle Long Way Home. Avec l'autre personnage de Long Way Home. Avec justement Hulk et Punisher parce qu'ils seront dans Brand New Day. On appelle ça Long Way Home parce que les films précédents avaient tous un jeu de mots avec Home. Lamentin, quoi. Et il y a un cube cosmique parce que why the fuck not. Pourquoi dans la jungle? Qu'est-ce qui vient fou? C'est pas un héros urbain, normalement, Spider-Man? Ah oui, là, tu le mets dans un contexte différent. Pourquoi avant le Punisher? Du coup, c'est Frank Castle, le lieutenant Frank Castle? Non, mais c'est avant qu'il revienne. Je pense que là, je sais pas, parce qu'il a le costume du Punisher, donc, mais c'est une continuité. Non, mais qu'est-ce que c'est hors continuité, donc. En plus, la dernière fois qu'on a fait de la jungle avec Hickman, c'était l'intro de Wolverine Revenge, et c'était vraiment pourri. Qu'est-ce que. Là, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on annule Imperial. C'est pour ça qu'on dit Imperial, on s'arrête là, on arrête l'univers Ultimate. Vous voulez pas, si vous voulez du Spider-Man avec Hickman ou du Hickman avec Spider-Man, pourquoi ils ont annulé la série Ultimate Spider-Man hein, donc... Parce qu'apparemment, il avait prévu de faire 24 numéros. Mais non, il l'a pas prévu, il l'a dit. Ils étaient à leur retreat, là, leur retreat. Et c'était l'éditeur en charge j'ai oublié son blaze, je suis désolé. En charge de l'univers Ultimate qui a dit bon on va s'arrêter là. Hickman était choqué en mode pourquoi on s'arrête là, même lui était pas au courant et là il le rentabilise pour faire un projet avec Frank Castle et Banner qui sont dans le film de Marvel Studios. Mais c'est plus ça le côté quoi, genre vraiment ça c'est vraiment tu te dis ouais c'est vraiment le côté genre bon effectivement Brand New Day, si les gens ils vont lire Brand New Day ça aura rien à voir avec le film parce que de toute façon le film ne prend pas si on sait pas hein, si ça se trouve il y a un cube cosmique dans la jungle avec le Modoc non mais ce que dire que Brand New Day n'aura rien à voir avec le Brand New Day originel. Donc c'est pour ça qu'il relance déjà. Sinon que Spider-Man sera relancé. Oui. Que tout le monde aura oublié. Enfin, il y aura eu le coup de Mephisto entre guillemets, voilà quoi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il relance déjà un titre Spider-Man Brand New Day
nostalgique avec Dan Slott, là, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Sauf que c'est Spectacular Spider-Man, rappelle-toi. Oui. Donc ils font ça et ils se sont dit mais quand même y a pas les mêmes personnages, donc allez vas-y, on crée un comic book exprès où on va mettre Hulk et le Punisher dedans, même si ça n'a pas un grand sens, et on va appeler ça Long Way Home pour que les gens y croient limite que c'est un décliné en fait de la trilogie de la première trilogie Marvel. Enfin c'est vraiment le côté moi j'ai un peu plus algorithmique du truc, c'est assez ouf quoi, et surtout que quand même tu déranges mais tu mobilises Hickman et Kubert qui peuvent très certainement faire beaucoup mieux ensemble. Et Hickman ils sont en train d'en faire un Yes Man, hein, ça y est, entre Wolverine et bah après je pense que Three Worlds Three Moons ça peut-être que ça se vend pas encore si bien et que c'est pour ça que ça c'est sûr, enfin c'est pas par passion qu'il fait ce genre de projet. Bah si, justement c'est par passion. Non mais Wolverine Revenge franchement c'était claqué quoi. Même un mauvais Hickman normalement devrait être capable de faire mieux. Mais Revenge c'est parce que maintenant faut le dire, la théorie c'est que en fait c'était Capullo qui avait l'histoire en tête et Hickman il s'est juste occupé de faire un script en fait. Bah dans ce cas-là, bon, même si t'as bien aimé le projet, Aliens Avengers, c'est pas là qu'on attendrait de Jonathan Hickman. À défaut non. Sur la qualité, on aurait plus vu, je sais pas, un Team Silly, un truc comme ça pour s'amuser. Ils sont en train vraiment d'en faire le mec que t'appelles pour faire les projets qui ont besoin qui sont en fait des croûtes pour le pognon. Mais qui ont besoin de légitimité. Ouais, qui ont besoin d'avoir un beau nom sur la pochette, quoi. Ouais, ils sont un peu en train de le gâcher. Franchement, au moment où t'annules Imperial, pareil, le signal est pas très heureux. Et quand t'annules en plus Ultimate Spider-Man et Imperial à quelques mois d'intervalle, enfin, il a été annulé plus tôt, Ultimate Spider-Man, évidemment, parce que c'était le projet de conclure cette saga. Je trouve, ça fait pitié un peu. Et il y aurait eu des meilleures idées. Tu vois, si tu voulais exploiter le filon, déjà, par exemple, juste Punisher tout seul, qui est relancé, ça c'est une bonne idée. Voilà, on peut quand même saluer. Ils l'ont fait, c'est très bien. Mais je sais pas, par exemple, tu pourrais imaginer une mini-série sur Tombstone, comme ils avaient fait, tu sais, à l'époque de Black Panther, ils avaient fait une série sur Killmonger. C'est arrivé plusieurs fois, tu sais, que les vilains soient mis en avant par le prisme de séries autonomes. La dernière fois que c'était arrivé, c'était quand Donny Cates avait fait Thanos, par exemple. Ça avait été une super série. Pourquoi pas? Tombstone, c'est un bon vilain. Tu pourrais chercher, je sais pas moi, Garcenis, ou même Chris Condon, qui fait des très bons polars, pour avoir un mec moins cher que Garcenis, pour faire une série sur ce vilain qui sera introduit enfin en image réelle dans le film. Banner, en plus, a priori, ne sera que peu présent dans Spider-Man. Enfin, on sait rien. T'as raison, on n'en sait rien, mais bon, en plus, déjà que c'était un peu ridicule de remettre un Avengers façon figure paternelle encore après Tony, Stephen et... Oui, mais là, ils vont inverser les rôles. En fait, c'est Peter Parker qui va être la figure mentor au Punisher. Comme ça, il arrêtera d'être méchant. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait commenté ça. Et comme ça, on aura un Punisher PG-13 comme il faut. Ouais. Enfin, la dernière fois qu'on a eu le Punisher, quand même, il disait aux flics violents d'aller se faire foutre et que son symbole n'était pas une incitation à désobéir aux ordres. Fine boys. They're all fine boys. Ouais, ça, c'était, pour le coup, des très bonnes choses de Born Again. Non, mais écoute, je m'en fous. J'ai pas envie de lire ça. Je vais le lire quand même parce que c'est Adam Kubert et que j'aime bien me foutre de la gueule de Marvel. En vérité, il y a un plaisir un peu morbide aussi à découvrir le fond du puits, jusqu'où tu peux tomber. Un peu comme, tu vois, Gandalf et le Balrog. Quand tu dis, mais ça y est, c'est la fin de la chute. Non, la chute, c'est très très long avant que tu atteignes le centre de la Terre. Et peut-être qu'à la fin, Marvel tu vas redevenir une boîte bien une fois qu'ils auront touché le fond et que une fois que t'as touché le fond, tu peux que remonter. Hein. Imagine, c'est Cebulski se réincarne en vrai Akira Yoshida, tu vois. Akira Yoshida le blanc, comme Gandalf. Et que d'un coup, voilà, il relance l'univers Ultimate, et qui prend la place de 616 et qu'on annule toute cette continuité vérolée. Ouais, faudra peut-être juste que Nick Lowe dégage, hein. Mais qu'on arrête de lui laisser gérer Spider-Man, on en parlait pareil pendant Podcast Comics Pro, écoutez-le. Hein, c'est pas que de la faute de Nick Lowe, il y a de la faute de Il y a des impératifs qui sont mis, là, ça sent quand même. Non, moi, je vais faire une vanne. C'est pas que Nick Lowe, c'est la coque qui prend aussi, quoi. C'est la coque que prend Nick Lowe. C'est la faute de Dilos de Nick Lowe qui défile de la. Clairement, elle est pas assez bien, ouais, elle est pas assez pure, clairement. Voilà, mais évidemment. Enfin, encore que la coque pure, c'est plus dangereux pour le cerveau que la coque coupée, a priori. Ah, alors elle est trop pure. C'est plus addictif. Elle est trop pure, alors, effectivement. Mais après, voilà. Je sais pas si on peut couper la coke avec grand chose que du bicarbonate, ceci étant. La farine. Mais, non, tu te bousilles. Après, ça peut germer dans le pif, non? J'en sais rien. Nick Lowe, appelons Nick Lowe. Non, mais voilà, le problème, c'est que là, effectivement, ça sent aussi la commande, je trouve. Parce que qui aurait l'idée de mettre ensemble dans le même comics Banner, Punisher et Spider-Man? Il y a un truc, pour moi, dès la consigne qui ne frictionne pas. Je comprends pas l'idée. Je comprends pas le principe.
Allez, on va terminer là-dessus. Pour passer du côté des écrans, on a eu droit à 2 bandes annonces depuis la dernière fois qu'on a enregistré. D'un côté, c'est The Boys saison 5. On avait déjà eu un premier trailer, donc là, ça nous confirme un petit peu, ça nous donne plus de détails sur l'intrigue en tant que telle. Parce que savoir, maintenant, dans les modes de diffusion des campagnes promotionnelles, on a d'abord ce qu'on appelle le teaser trailer qui est là juste pour montrer des images et donner une idée un peu de la tonalité de l'ensemble. Et après, t'as le full trailer ou le vrai trailer qui est vraiment là beaucoup plus porté narrativement sur l'histoire. Et donc là, Homelander a le pouvoir, il a gagné à la fin de la saison 4. Et comme tout fasciste qui se respecte, le pouvoir, une fois qu'il l'a, il veut le garder. Or, même s'il est tout puissant, il y a un problème qu'il a, Homelander, c'est qu'il n'est pas immortel. Et donc, son but maintenant, c'est d'aller trouver l'immortalité de façon... Le nouveau MacGuffin. Voilà, c'est d'aller trouver de quoi le rendre immortel, et c'est ce qui va amorcer donc la bataille finale entre donc les super-héros et Karl Urban, mais Billy Butcher et sa bande de... Il faut empêcher Trump de faire disparaître les élections pour le prochain mandat. C'est le message du trailer. Battons-le maintenant tant qu'il n'est pas encore élu dictateur à vie. Et moi, j'ai vraiment vécu ce trailer comme ça. Probablement parce que c'est aussi l'anxiété de beaucoup de citoyens des États-Unis actuellement. Ça peut être sympa. Je trouve, il y a une facilité quand même à toujours dire oui, mais depuis le début, il y avait un autre truc secret que Vought avait fait il y a ça 50, 60 balais qu'on n'a jamais évoqué avant, qu'on dégaine un peu de notre fiac pour justifier que en fait voilà, le twist ça va être que oh là là, si ça se trouve Butcher, j'aime bien ce qu'ils font de Butcher parce que c'est cohérent avec l'écriture de Garth Ennis. Ce qui est agréable aussi, c'est que nous ne savons pas comment termine l'univers The Boys en télévision. C'est rare pour les adaptations de comics, dans le sens où c'est vraiment très différent. On sait que Black Noir n'aura rien à voir avec ce qu'il est en BD. Ils ne pourront pas refaire le même twist. Et ils ont aussi vraiment... Sachant que... non, mais c'est juste par comparaison, par exemple, Invincible, on sera jamais sûr quand ce sera la dernière saison, on pourra pas dire, on est surpris a priori, tu vois. Encore que, il crée de la nouveauté, là, Kirkman avec Dark Blood et tout, mais... ceci étant, là, c'est, ce qui est agréable, c'est que, on l'avait déjà dit, je pense, mais The Boys, première version, c'était vraiment une réponse aux années George Bush. Et les élections présidentielles étaient vraiment le sujet qui monopolisait beaucoup l'attention. Parce que Vought créait un candidat fantoche pour battre l'espèce de Eisenhower qui avait toutes les faveurs de Garth Ennis à l'époque. Là, il y a quand même un côté... Non, Homelander, c'est les républicains. C'est le parti au pouvoir, c'est le parti de Joe Rogan, le parti des influenceurs MAGA, le parti de Fox News, et les références sont très évidemment citées. Et c'était comme ça depuis le début. Voilà. Mais enfin, c'était évident. C'est pas arrivé en cours de série. C'est évident, même. Non, mais il y a des gens qui ont là, dans ce trailer. Mais rappelle-toi, il y a des gens qui ont découvert avec la saison 4 que la série était caricaturait le camp MAGA républicain. Les gars, vous étiez où à la saison 1? En fait, le truc, c'est peut-être que la série aussi, à l'époque, avait des cibles plus mouvantes. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une critique de Hollywood et du côté, comment Hollywood s'empare des causes LGBT+, par exemple, pour se donner... Oui, avec le pink washing. Voilà, ça parlait aussi un peu de MeToo. Enfin, ça parlait carrément de MeToo avec le cas de The Deep, comme dans les comics, ceci étant. Ouais. Que là, en l'occurrence, vraiment, voilà, ils ont identifié quel était leur danger principal, et je trouve que le rapprochement... L'extrême gauche qui monte le communisme partout. Et rappelle-toi, l'islam radical aussi, quand même, parce qu'apparemment, on parle pas assez d'islam radical, donc moi, je le dis, moi, je trouve que l'islam radical, c'est très dangereux, les amis. Donc maintenant, est-ce que je peux dire que Trump, c'est un enfoiré, ou c'est bon, on peut se mettre d'accord là-dessus? Oui, il y a eu un équilibre des temps de parole. Donc là, voilà, on va dire que c'est assez identifié, et il y a un côté vraiment salvateur, je trouve, dans cette proposition. Mais tout en étant, c'est ce qu'on dit depuis quelques années, Arnaud. La réalité avance tellement plus vite que la fiction aujourd'hui que il suffira pas de faire cette série-là, enfin de dire à la fin tout est résolu. En fait, je pense que la fin de The Boys risque quand même d'être assez noire, à mon sens. Ça va bien se finir pour les héros. Je sais pas. Je pense que pour Starlight et pour Huey, ça va bien se terminer. Je pense par contre que le bilan sera pas... Et à mon avis, même Prime pourrait plus tard se dire repartons après cette fin. Parce que connaissant l'humour noir d'Eric Kripke et sa lucidité sur ce que sont les États-Unis, même battre Homelander, je pense, ne sera pas le pic d'espoir et de... non, parce que puis c'est compliqué à imaginer. Très concrètement, dans cet univers-là, c'est quand même un petit peu compliqué d'imaginer ça, d'imaginer un happy ending. Mais c'est vrai que par rapport à par rapport à l'évolution du réel, par rapport à cette fiction notamment,
moi, quand je vois que le compte officiel de la Maison Blanche fait de la promotion de sa guerre illégale qu'il a lancée en mêlant des images de bombardements réels avec des extraits de jeux vidéo et ou de séries télé, en fait, je me dis que presque The Boys, maintenant, c'est un peu fade, en fait. Parce que le réel est devenu si abusé de non-sens total que, en fait, un type qui tire des lasers rouges par les yeux, en fait, j'ai moins de... J'accepte plus de voir ça que de voir, en fait, le compte d'une institution étatique officielle croire que, en fait, bombarder des gens, quelles que soient les raisons, en fait, c'est du jeu vidéo, tu vois. Il y a un côté déconnexion du réel qui, moi, me fait complètement halluciner. T'avais une vidéo que Trump avait postée sur Truth aussi, où il se grimait lui-même en pilote pilote de F1, de F16, pardon, façon Top Gun. Et il passait au-dessus, je crois que c'était des protestants pour Portland ou je sais pas quoi. Et en fait, avec son missile, il tirait de la merde. Il déversait du caca, sur ses opposants, ouais. C'est le président des États-Unis. Mmh. C'est dans la lignée d'Abraham Lincoln, de Kennedy, Roosevelt, Theodore Roosevelt et compagnie, de FDR et tout. Ce mec-là, il a été élu par 72 millions de gens. The Boys peut rien faire pour empêcher ça. Et même le mec le plus créatif du monde, on revient 10 ans en arrière, Mark Trump venait d'être élu, on revient 15 ans en arrière. Mais même l'idiocratie n'a pas fait ça, ouais. En fait. Impossible. Ces gens sont plus cons que ce qui est imaginable par un mec intelligent. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Même là, tu sais, le coup de l'école qui a tué les gosses et tout, ils ont dit non, c'est l'Iran qui avait tiré, etc. Toutes les preuves sont là pour te dire que non, les États-Unis ont juste massacré une école, etc. Alors après, d'aucuns vont dire que c'est la guerre et que les victimes collatérales, ça existe, etc. Voilà, je veux pas engager ce débat du tout. Vraiment, foutez-moi la paix. Néanmoins, le fait est que eux, ils nient que c'est le cas, tu vois. Ils nient leurs propres crimes de guerre et ceux de leurs partenaires, évidemment. Donc voilà, le fait est que dans l'actualité actuelle, le cas de The Boys même paraît effectivement déjà être dépassé. C'est-à-dire que The Boys, même, d'ailleurs, ça s'intéresse particulièrement à la politique interne des États-Unis. Le reste du monde, ça avait été évoqué quand ils avaient créé les super djihadistes et tout dans les saisons 1 et 2. Depuis, le gros de la planète Terre n'est pas évoqué. Alors que c'est là, en fait, que Trump fait le plus, enfin, si on est trans aux États-Unis, évidemment qu'on pense que c'est le danger local est plus important. Mais c'est le reste du monde, en fait, qui est à la botte de ce connard que nous, on n'a pas élu, en fait. Et c'est là que nous, justement, on aurait peut-être pu espérer que la série bifurquerait, mais ça reste un produit américano-américain qui s'adresse en priorité aux citoyens des États-Unis. Kripke, je pense qu'il a vraiment envie de convaincre ses concitoyens que il y a un danger à avoir, à placer sa confiance entre les mains d'un fou furieux sanguinaire, de despotes idiots et égomaniaques qui littéralement sont obsédés par le lait parce que c'est des grands enfants avec des mitraillettes, enfants capricieux caractériels à qui on aurait dû mettre plus de tarnaliel quand ils étaient petits. On est pour les violences infantiles maintenant. On est pour assassiner. Ah, tu peux pas dire ça, sinon tu es contre la mort de. Voilà. Bref, pas de sortie de route. Arnaud Kikou, ne tends pas les perches. Voilà. Mais bref, voilà. Arrête de sourire bêtement. Il me voit pas gayer là. Non, je ne suis pas pour qu'on assassine Donald Trump. Je dis que s'il rate une marche de son avion et qu'il s'éclate le crâne sur le tarmac de Air Force One, tu seras pas triste. Je sortirai le champagne du frigo. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que, voilà, pour revenir au sujet du podcast. Trop hâte d'avoir notre premier commentaire. Ah, regardez First Print, les ultra-violents. Oui, comme toute personne d'extrême gauche, bien sûr. Exactement, parce que nous, le communisme. Le végétarien qui fait une thérapie, c'est moi le danger pour la République. Ah, clairement, je te sens avec ton communisme latent, là. C'est horrible. Tu vas prendre d'assaut le monde. L'autre jour, j'ai distribué un tract. Même pas en plus, je même pas de tract. J'ai fait un retweet. Danger. Mais bref, du coup, effectivement, la série paraît un peu disproportionnée. C'est pour ça que je pense qu'il sera obligé de finir sur une fin un peu pessimiste. Parce que même lui, en fait, a dû réaliser en cours de route que croiras pas, quoi. Ça ne pourrait pas être la sauvegarde du monde libre qu'on aurait aimé, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas des nécessités à avoir des récits positifs ou avec des touches d'espoir ou d'entrevoir des futurs possibles et tout ça. C'est juste que l'univers de The Boys ne se prête absolument pas, en fait, à faire un happy end. En fait, c'est pas du tout dans la tonalité de ce qu'est la série. Donc, ce serait peut-être l'univers réel, comme tu dis, qui a toujours été un reflet de la réalité. Donc, ouais. Mais donc, l'autre bande-annonce qu'on a eue, c'était Lanterns,
la fameuse ouais. série de Tom King, Damon Lindelof et Chris Mundy de Ozark. Qui ressemble beaucoup plus à une série de Chris Mundy que de Damon Lindelof depuis. Pour l'instant, mais c'est un teaser trailer, donc pareil, il faut se méfier aussi de ce que ça montre et tout ça. Apparemment, le débat principal, c'est où est le vert. Et en même temps, il n'y a pas marqué green dans le titre de la série, parce qu'il n'y a pas de vert, quoi. L'uniforme d'Al Jordan qu'on aperçoit, il est tout marron, quoi. Oui. Et ça, c'est très important, Corentin. Non, c'est le sujet numéro 1. C'est pas très débat. important. Ouais, mais moi j'ai vu que des débats là-dessus en fait. D'accord. Eh ben, on peut critiquer la photographie, ceci étant, c'est vrai que c'est très descendu, très. Il y a pas de couleur en l'occurrence. Au-delà du vert, il y a pas de couleur. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu une chimère aussi, ce truc-là? La couleur? La couleur, pas la couleur, mais je veux dire le fait que c'est un comics, c'est des super. En comics, évidemment que c'est plus coloré, c'est de la bande dessinée. Mais après, moi, je suis pas surpris parce que depuis le départ, avec les noms des 3 créatifs et le canal de diffusion HBO et tout ça, on a toujours décrit, alors que même on n'avait rien vu, que ce serait clairement un polar, que ça irait plutôt lorgner du côté de True Detective, en tout cas du polar un peu bresson, et qu'on ne serait pas dans une série de super-héros du tout, ouais. Et que l'action se concentre. En soi, moi je trouve que le trailer, il me donne exactement ce à quoi je m'attendais. Je ne suis pas du tout surpris. C'est, ah oui, effectivement, ce sera une enquête chez les bouseux ricains. Wow. Il s'avère que les 2 flics, c'est des flics de l'espace qui sont sur Terre. Et voilà. On après, dit pas les bouseux, on dit les cutéreux. Donc, oui, pardon. Non, effectivement. Mais moi, je suis un bouseux d'Alsace. Il y a pas de souci avec ça. Ouais. On jouait, on se jetait des bouses de vache dans les prés quand on était gamin, parce qu'on n'avait pas Internet, on savait s'amuser. On n'avait pas de Nintendo, les gars. On jetait des cailloux dans la gueule pour rigoler. Alors, oui. Ça m'a coûté. On faisait ça aussi à Paris. Une cicatrice. Mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait être surpris parce que peut-être qu'à un moment la série va nous transporter dans l'espace et que et tant mieux. En l'occurrence là c'est un teaser trailer aussi. J'imagine bien que j'ose espérer qu'il se garde des cartouches. Mais il y a Sinestro dans la série. En plus oui. Après Sinestro ça se trouve le chef de la PEG locale et en fait à la Banshee ça va être en l'occurrence en plus vu que c'est joué par le méchant de Banshee donc ils vont forcément faire un reveal de la bague jaune et de la peau rose quoi. Oui certainement. Tu peux pas faire Sinestro sans le faire en mode alien. Ceci étant, pour revenir sur ce sujet des couleurs, j'avoue que ça commence un peu à me gonfler. Je suis le premier critique des photographies quand elles sont, la photographie de direction artistique, la colorimétrie, etc. Quand c'est raté. Chez Marvel Studios, par exemple, c'est beaucoup d'effets numériques. La photo est souvent très peu travaillée, fait très peu réaliste, n'a aucune prise avec le réel ou avec le grandiose ou avec l'épique. Mais c'est parce qu'ils sont mauvais. Là, à l'inverse, je pense que c'est un choix artistique qui est conscient. Ça me rappelle, je sais pas, tu te souviens, Arnaud, quand un mec avait pris le trailer de Man of Steel et avait rehaussé les couleurs. Et je me dis, mais espèce de gros con. Enfin, sans vouloir être méchant, mais enfin, ça sert à quoi de faire ça? Zack Snyder, on peut ne pas aimer. Moi, j'aime pas. Par exemple, je trouve que BVS, c'est pas joli. Mais il y a un travail de la couleur chez Zack Snyder. C'est fait exprès. C'est un choix conscient qui fait de travailler sa photographie numérique comme il la travaille. Si toi t'arrives et qu'il dit le mec des couleurs, enfin c'est littéralement comme les mecs qui disent DC Comics ce serait quand même vachement mieux si c'était Marvel et qu'ils faisaient des balles qui battent tout le temps et que c'était plus lumineux. Il dit non, je sais pas, Batman sombre, moi ça me va très bien. Il y a pas de raison que ce soit toujours lumineux, coloré. Donc en l'occurrence, c'est un plus comme tu le dis là, c'est un polar façon Amérique profonde. C'est une série HBO sur les temps passants, donc ça n'a pas forcément vocation à être youpi youpla la fête à la grenouille quoi. C'est pour la fête à la grenouille d'ailleurs, c'est quand il pleut que c'est la fête à la grenouille. Mais... la fête au cotillon, dans ce cas-là c'est pas Mardi Gras, tu vois. Et puis certes, parce qu'il y a des crêpes à Mardi Gras. C'est pas la boum, c'est pas c'est pas la kermesse, c'est pas Pâques, hein. C'est pas. Est-ce qu'il y a des œufs et de chocolat? Eh ben non, donc ça a rien à voir. C'est pas la fête foraine, hein, t'es pas là à pêcher le canard et repartir avec... C'est pas Thanksgiving, y a pas de citrouille. Y a pas de citrouille à Thanksgiving, c'est la dinde. Y a pas de citrouille. Si, la citrouille, y a la tarte à la citrouille à Thanksgiving. Bah, vite, non. Si. Ah bon? Je sais pas. Je crois. Je sais pas. C'est très très bon. Pumpkin pie, tu sais, c'est ce qu'ils mangent à Thanksgiving. La tarte au potimarron, c'est excellent. Ben voilà, c'est ce qu'ils mangent à Thanksgiving. Très bien, donc... on a tout dit. Ouais, on a tout dit. Non, Kel Chandler a l'air d'être un très bon choix en Jordan. Ouais. Il fait le baroudeur, quoi, clairement. Ouais. Ça fait effectivement ce qu'on pouvait espérer du côté un peu l'arme fatale de
vieux flic et jeune flic, sauf que là, a priori, c'est le vieux flic qui est le casse-cou un peu starbé, et le jeune flic qui est plus le côté l'ordre, la sécurité, enfin, je veux dire, le protocole. Respecter le protocole, ouais. Voilà, etc. Bah, il découvre, c'est un bluey, quoi, c'est un rookie. C'est un bleu 8. Ouais. Le côté Redneckland, moi, ça me parle, parce que, encore une fois, je pense que ça peut avoir un propos et un discours au-delà du côté Green Lantern. C'est une façon, surtout, je dirais, astucieuse de réintroduire le concept. Parce qu'on a déjà eu un Green Lantern coloré, hein, les gars. On a eu un Green Lantern qui était relativement fidèle à Geoff Jones, à tel point que Geoff Jones a co-signé ce film affreux. Avec Martin Campbell. Oui, mais faut pas niveler par le bas non plus. Tu pourrais très bien essayer de refaire Green Lantern dans cet esprit-là, mais bien. Mais pas en série, ça coûterait trop cher en série télé. Oui, Enfin, ou alors tu le fais vraiment avec des effets spéciaux façon CW, mais là je trouve que c'est... Disons, je trouve que l'approche détournée est intelligente. Et ça va ressortir sur le côté flic des Green Lantern. Il vole, hein. Il fait pupio avec l'anneau à la fin. Oui. On n'a pas encore vu comment ça va rendre, mais ouais. il y a du Green Lantern. C'est pas juste des flics qui se trouvent être des Green Lantern. Il y a quand même un côté, on va assumer les pouvoirs, on va assumer OA, on va assumer Détective Chimp. Non. Non, comment il s'appelle l'écureuil ? C'est Chip, juste. Chip, pardon. Détective Chimp, c'est le singe. Bien sûr, pardon. On va assumer Chip. L'écureuil, ouais. Et probablement qu'à la fin, il y aura une pause générique avec... Et est-ce que ce serait pas l'écureuil sauvé par Superman ? Imagine. T'imagines, en fait, si non, ça c'était... j'imagine pas, parce que c'est assez complètement con comme idée. Bah. Tais-toi. Donc, je sais pas. Voilà, moi, ce qui me fait un peu plus chier, c'est qu'en fait, je trouve pas de moment dans ce trailer qui me donne l'impression que c'est une série HBO. Ça fait série blockbuster, ça fait série quadrillée, ça fait série qui connaît ses références. Le casting est top, hein. Il y a plein d'acteurs et actrices qui viennent de séries HBO, comme Paul Ben Victor, par exemple, qui jouait dans The Wire, comme Kelly MacDonald qui jouait dans Boardwalk Empire. Et il y a un bon casting, la photo, bah là en l'occurrence c'est vrai qu'on pourrait critiquer la photo, c'est vrai qu'il y a pas l'air d'avoir des moments de chroma, d'éclairage particulièrement travaillés. C'est là en l'occurrence au-delà des couleurs, surtout dommage pour une série qui s'appelle Lanterns. Tu dirais que la lumière devrait avoir son rôle à jouer, au moins sur la mise en scène, sur le propos en fait de la lumière qui traverse les ténèbres. C'est dans leur slogan, tu vois. J'ai pas envie de partir défaitiste, donc je vais pas en dire plus. Et toi, Arnaud, t'as kiffé ? Ça va. Tant mieux. Comme dit, ce que je disais avant, c'est que j'étais pas surpris. Je m'attendais à ça, en fait, donc j'ai ce à quoi je m'attends. Donc, Max, c'est la série avec le clown, là, t'as rien à voir. Pardon ? T'as dit quoi ? Ah oui, ça, oui. J'ai fait une blague à la gare. C'est Welcome to Derry, en plus, en l'occurrence. Non, c'est It, Welcome to Derry. Ah ouais ? Ils ont laissé ils sont obligés, c'est. J'ai toujours pas fini. Pour la marque. Il me reste un épisode, je crois. C'est pas terrible. Ouais, ça va. J'ai bien aimé ce que j'ai regardé. Non, je trouve ça. Il manque juste le final. Ouais. Mais donc, on termine avec la partie cinéma. Il y aura pas grand chose à dire non plus. C'est quand même le cinéma qui continue de s'intéresser aux comics pour lancer des projets. Avec une adaptation du No Man's Land de Simon Kudranski, qui est sorti l'automne dernier chez Image Comics. Tu sais, c'est ce comics avec le high concept qui est plutôt cool. Ça se passe au niveau du détroit de Bering. Tu sais, t'as les îles. Alors les îles, j'ai plus leur nom. Féroé. C'est pas Féroé, non, c'est pas du tout les îles Féroé. Mais en gros, entre donc la pointe de l'Alaska et la côte de Chine. Donc oui, putain, c'est moi qui ai fait la. Bah, c'est toi qui as fait la news en plus. Comment ça s'appelle ces petites îles en fait, qui pendant 3 mois au cours de l'année en fait sont reliées par un pont de glace. Oui. Et ce pont de glace en fait, il est dans les eaux. En fait, il n'appartient ni à la Chine ni aux États-Unis. Parce que t'as un côté qui appartient à la Chine, une des 2 îles qui appartient à la Chine. Voilà. L'autre aux États-Unis. Exactement. Et donc dans l'entre-deux, ça n'appartient à personne. Et tout le concept de la BD, c'est un jour il y a le cadavre d'une femme qui est retrouvé pile au milieu de ce pont de glace en période de guerre froide. Et donc t'as à la fois une personne du KGB et un inspecteur américain qui doivent. Alors du coup c'est plus la Russie que la Chine. On a dit la Chine. Je dis la Chine, oui, pardon. Ouais, c'est la Russie plutôt. Après je suis nul en géographie, hein. Donc moi j'ai le droit. Toi un peu moins quand même. Hein. Toi c'est dur. Hein. Bah non, parce que je me souvenais plus du nom des îles, donc. Mais voilà. Mais après, je sais que le KGB, c'est pas la Chine. Oui, non, en l'occurrence, t'as raison, non, c'est complètement la Russie. Non, c'est juste moi qui suis complètement nul en géographie. Au moins. Parce que c'est la pointe de l'Alaska. Oui. Oui, mais en fait, non. Alaska.
La Chine, c'est plus au sud. Oui, c'est ça, c'est Alaska et c'est Russie de l'autre côté. Sibérie. Il y a le Japon, à la limite aussi, mais c'est ça. Bah non, mais en même temps, j'ai toujours dit que j'étais nul en géographie et je pense C'est vrai, que non, je mais le démontre à chaque fois. Tu le prouves un peu plus chaque jour. Je le démontre à chaque fois que je suis vraiment une bille. Mais après, j'aurais dû te corriger. Donc, les îles Diomède. Mais j'aime bien que tu me corriges en plus. Les îles Diomède ou Gvozdez en russe. Exactement. Et donc voilà, il y a ce cadavre qui est retrouvé pile au milieu, alors que c'est en pleine période de guerre froide. Donc des gens des deux côtés qui doivent se coordonner sur l'enquête pour savoir qui a fait ça, parce que a priori, ça met le feu aux poudres et ça risque de faire partir les tensions de plus belle dans un contexte déjà compliqué. Donc effectivement, ça s'adapte facilement, a priori. J'ai pas lu la BD, elle est sortie chez Image. C'était une toute petite BD, hein, c'était Kudansky qui qui a son propre studio qui s'appelle, je crois, One Man Art, un truc comme ça, un truc assez explicite, pardon. C'était en 4 numéros, donc effectivement un projet qui a visiblement tapé dans l'œil. Comme tu dis, le synopsis seul suffit à valider un truc. Qui c'est qui a signé du coup les droits? C'est le KGB ou c'est la CIA du coup? Non, du coup c'est le Parti communiste chinois du coup. Peut-être qu'ils feront une version aux États-Unis. Ils ont profité de mes mauvaises connaissances en géographie. Ils ont fait non, mais c'est bon, on va le signer à la place. Vous êtes complètement con, vous n'avez pas le droit. C'était à nous. Ouais, c'est ça. Parce que si aux Chinois tu leur dis que c'est à eux, ils arrivent, ils prennent tout. Hein, donc regarde Taïwan. Et allez, c'est reparti. Hong Kong. Bon non, mais attends, c'est pas être injurieux de dire que la Chine est une puissance expansionniste quand même. Demande aux Indiens. Ah non, c'est pas ça. Je veux dire quand t'allais encore dire avec tes saillies gauchistes là. C'est pas gauchiste. Tout est gauchiste. On peut être de droite et trouver que la Chine qui envahit Taïwan c'est un problème. Regarde Trump, il est d'accord avec moi. Hein. Pour une fois qu'on est d'accord. C'est pas si souvent. C'est donc ça. Allez Donald. T'as changé. Je viens pas vers toi. T'as changé, Corentin. Alors, qui s'occupe de ça? C'est Avantage Pictures avec Jason Berman qui a fait Highest to Lowest de Spike Lee. Ok. Voilà. Et John Levin qui est de la boîte Sustainable Imagination qui apparemment est en compétition aux Oscars pour le court-métrage documentaire All the Empty Rooms. Très bien. Bah écoute, je connais pas forcément les profils de ces gens, mais néanmoins, oui, petit film post-guerre froide, à pas cher, avec un côté polar glaciaire un peu, ça marche bien, ouais, en c'est général. Il y avait Liam Neeson qui avait fait un film comme ça, Territoire des loups, qui était pas mal. Ça me dit rien, mais je te crois. Et bon, en général, le froid s'associe bien. T'avais Tyler Sheridan qui avait fait un bon polar avec le frangin Affleck, je crois, Casey Affleck. Casey Affleck. Il y avait aussi Jean-Paul Rouve qui avait fait Poupoupidou. On va pouvoir citer. C'était vraiment bien. C'était un vrai bon truc. C'était un Twin Peaks façon France Télé, j'allais dire, à la française avec Jean-Paul Rouve et une référence à Marilyn Monroe, Poupoupidou. Je vous conseille Poupoupidou. Moi, je te crois. C'est dur à dire, mais Poupoupidou. C'était Wind River, mais non, c'était avec Jeremy Renner en plus. Je suis con. Et Elizabeth Olsen. Ne le regardez pas. Si, c'était bien, c'était un bon film. En l'occurrence, c'était vraiment. Vérifie bon pour film. Liam Neeson aussi, s'il te plaît. Et hop. Parce que c'était pas mal. Oui, puisque de toute façon, les gens ne nous écoutent plus à cette heure-là. Et Fargo aussi. Bon, c'est pas le Grand Nord, mais Fargo, c'est un polar dans le froid aussi, puisque c'était enneigé. Oui, puis t'avais su. Mais non, mais parce que oui, le territoire des loups, effectivement. Voilà, c'est le côté, en fait, la neige, c'est un peu le dernier rempart que l'humanité ne peut pas traverser parce que c'est les zones neigeuses, en fait, les bagnoles ne circulent pas. C'est ça. Tu peux mourir de froid, donc voilà, c'est. Remarque, tu pourrais faire une sous-catégorie de polar désertique, entre guillemets. C'est vrai que la neige, c'est le seul truc qui fait paniquer littéralement les Parisiens. Non, moi j'aime bien quand il neige. Ah non, ouais, mais faut voir à chaque fois le branle-bas de combat que c'est quand il neige. Bah, tu dis que tu veux pas travailler. Tous les transports sont foirés. T'as les gens, ils sont là à déverser des hectolitres de sel pour être sûr qu'il n'y ait pas un flocon je supporte pas, qui survive son arrivée sur le trottoir. Quand il a neigé récemment, là, j'étais au parc des Mureaux à Ivry. Il y avait pas un rat. Vraiment, il y avait pas un rat. On aurait dit Silent Hill Homecoming, c'est celui qui est sous la neige. Où vraiment, tu te visites des lieux entiers. Il y a juste des camtars abandonnés et des grosses potes de neige. Partout, C'était extraordinaire. Il faut savoir que Corentin adore sauter comme ça en sortant la langue pour essayer de happer les petits flocons de neige. Mais bien sûr, voilà. Exactement. C'est assez rigolo. Vous pouvez le retrouver sur TikTok. Merci en tout cas pour ce podcast. Ne cherchez pas sur TikTok, ça n'existe pas. Tu ne sais pas. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez partager nos podcasts sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, poursuivre la discussion sur notre Discord et sur les espaces commentaires de comicsblog.fr qui sont ouverts, et également nous soutenir via notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!